En off, c'est ton émission dédiée aux acteurs du milieu du football. Tous les secrets dédiés au business foot seront révélés ici. Transfert, anecdotes, négociations. C'est évidemment cette émission qui va pouvoir t'en parler. Cette semaine, on reçoit Stéphane Stassin, qui n'est autre que le père de Lucas Stassin, le joueur de Saint-Etienne, international espoir belge également. Mais ce n'est pas que le père de Lucas Stassin. C'est également un ancien joueur professionnel et surtout un formateur du côté du Sporting d'Anderlecht. On a plein de sujets à baliser. Donc s'il vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas, le like, abonnez-vous et c'est parti pour le meeting. Stéphane, comment ça va ? Super, merci Sacha. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation d'En Off. C'est génial de pouvoir t'accueillir dans l'émission. Je suis super content parce que c'est vrai que on n'a pas souvent l'occasion d'entendre des pères de joueurs qui ont un profil très particulier. Moi, quand je t'ai invité, j'ai vraiment pensé à tout ton parcours, à toute ton histoire, joueur professionnel, passé par le Sporting d'Anderlecht, passé également en fin de carrière par l'Union Saint-Gilloise, passé par le Borussia Mönchengladbach, aujourd'hui formateur. Et en plus de ça, père d'un joueur à succès, c'est un profil absolument dingue quand on y pense. C'est vrai, dans la famille, voilà, on le sait, la famille Stassin, c'est une famille de football. Mon père a joué pendant des années aussi au football. Moi, j'ai grandi football, Lucas a grandi football. Donc voilà, nous sommes vraiment une famille de footballeurs. Ouais, c'est clair. Et effectivement, en plus, c'est une période, je dirais, relativement faste pour toi. C'est-à-dire que tu dois pas t'arrêter. La semaine, tu es chez les petits. On rappelle, tu es entraîneur des moins de 15 ans du RSC Anderlecht. Et puis ensuite, le week-end, certainement que tu pars du côté de Saint-Etienne pour voir ton fils. Tu ne dois jamais t'arrêter, en fait. Non, c'est 7 jours sur 7, c'est le football. Mais comme j'ai dit, c'est notre vie. Effectivement, avec les gamins, on a entraînement tous les jours. J'ai match le samedi. Malheureusement, cette année-ci, Lucas joue quasiment tous les samedis, donc je n'ai plus l'occasion d'aller le voir. Je regarde bien évidemment la TV. Mon épouse se déplace régulièrement pour le soutenir. Mais c'est vrai que l'année passée, souvent, il jouait aussi le dimanche. Donc, je prenais le train, l'avion pour aller le voir le dimanche. Puis je revenais le lundi matin, on était reparti. Voilà. 7 jours sur 7, c'est notre vie, le football. On l'a dit, tu es coach et formateur des U15 du côté du RSC Anderlecht. C'est intéressant de te recevoir parce que j'aimerais savoir ce qui se passe justement dans la tête de nos jeunes joueurs. Comment est-ce qu'on réfléchit quand on a 14, 15 ans, qu'on est au Sporting d'Anderlecht et qu'on veut devenir footballeur professionnel? Tu les sens comment, les gamins d'aujourd'hui? Il faut savoir que la mentalité a changé ces dernières années, parce que j'ai grandi aussi. Hein. Bon, c'est une autre période, j'aime pas parler du passé. Mais aujourd'hui, les gamins, c'est différent. J'ai vraiment cette impression qu'ils prennent nettement moins de plaisir à jouer au football qu'avant. Avant, on allait s'entraîner pour jouer au football, prendre du plaisir. Et aujourd'hui, on dirait vraiment que les gamins, bien évidemment, leur objectif, les gamins ont des rêves et leur objectif, c'est de jouer un jour dans les grands stades, devenir footballeur professionnel. Mais dès leur plus jeune âge, on dirait qu'ils sont déjà vraiment formatés. Voilà, on veut réussir, ils viennent à l'entraînement, c'est pour réussir, alors qu'avant on pensait pas, on venait juste pour jouer au football, et si sur le coup de 17-18 ans, on pouvait monter en équipe première, mais c'était un rêve qui allait se réaliser, mais c'est totalement différent aujourd'hui dans leur manière de penser et d'agir. Mais c'est à cause de quoi ça? C'est un peu le système qui le veut, et puis surtout c'est l'entourage. Quand je parle d'entourage, c'est l'entourage familial, les parents, mais aussi de plus en plus des agents, des pseudo-agents qui tournent autour des terrains à longueur de match, dès le plus jeune âge, bien évidemment, et qui, eux, mettent énormément de pression pour la réussite du gamin. Ça te fait peur, ça? Oui, bien sûr. Oui, ça me fait peur. Ouais. Bien évidemment, parce que je parlais de notion de plaisir, et c'est pour ça que cette notion... Bien évidemment, ce n'est pas général. Hein. Il y a quand même beaucoup de gamins qui prennent encore du plaisir, et heureusement. Mais voilà, on le sent, parce que nous, on a notre discours de formateur la semaine, durant les entraînements, durant les matchs. Mais après, qu'est-ce qui se passe une fois que les gamins rentrent dans leur voiture? Voilà, ils ont leur agent au téléphone, ils ont les parents qui conduisent, et parfois, ce n'est pas toujours le même discours que nous. Oui. Moi, j'entendais souvent des formateurs et des coachs dire tout ce qui se passe après, c'est Habib Beye d'ailleurs qui disait ça, tout ce qui se passe après le match, en fait,
c'est derrière la communication de l'entourage qu'on retrouve dans la bouche du joueur. C'est-à-dire que le joueur termine son match le samedi, il prend sa douche, il va dans sa voiture, il retrouve derrière son entraîneur le lundi à l'entraînement et il vient régurgiter en fait toutes les pensées de son entourage et c'est plus lui qui pense. Comment tu deals avec ça? C'est pas évident. C'est pas évident. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Nous, on a les gamins, on les voit 10 minutes avant ou une demi-heure avant l'entraînement, durant l'entraînement. Et après, c'est quasiment fini parce qu'ils prennent leur douche. Et après, il y a tous les bus, les minibus, les parents qui les attendent, donc ils doivent rentrer chez eux. Donc finalement, on a très peu de temps à leur consacrer. Donc sur le minimum de temps où moi, j'ai énormément de contact avec mes joueurs. J'aime beaucoup parler, c'est normal. Il faut, mais c'est super important. Je suis un peu leur grand-papa. Et donc, dès que je peux, que ce soit juste avant le vestiaire, avant l'entraînement, pardon, dans le vestiaire, je les prends quelques minutes. Je fais un petit débriefing, mais très court, hein, très rapide. Parfois, pendant l'entraînement, si je vois quelque chose qui n'a pas été, j'appelle le gamin aussi à part, 2-3 minutes, et je lui parle de son match, voir ses impressions à lui. Hein, c'est souvent ce que je dis. J'ai tes impressions à toi, hein, pas les impressions ou pas ce que ton papa ou ta maman t'a dit. C'est toi, ce que tu penses. Comment tu arrives à lui faire le vide dans son esprit pour avoir sa pensée unique face à toi? C'est compliqué, hein. Ouais. C'est compliqué, mais après, c'est une relation de confiance. À force de parler. Et finalement, le gamin, à un moment donné, ils ne sont pas bêtes, ils se rendent compte aussi. Hein, et ce que je leur dis aussi toujours, moi, je suis là pour votre bien, ce n'est pas pour moi. Moi, mon objectif, c'est de vous faire progresser, vous amener le plus vite possible, vous amener en tout cas en équipe première, si possible en Anderlecht. Et à force, on voit... À force de parler, c'est une relation de confiance qui s'installe et le gamin souffre de plus en plus durant la saison parce qu'on les a on les a 10 mois. Moi, c'est un peu différent parce que je suis aussi dans le projet Purple Talent, donc les gamins s'entraînent aussi le midi. Donc, généralement, en Anderlecht, je connais les gamins dès leur plus jeune âge, dès l'âge de 12 ans, ils peuvent s'entraîner le midi. Donc, je les connais déjà. Je ne les ai pas nécessairement dans mon équipe le soir, mais plus tard, je les récupère, mais je les connais déjà, donc il y a déjà une certaine relation qui s'est installée entre nous. Ouais. On recevra notamment un agent qui a fait un transfert d'un joueur issu du centre de formation de Monaco pour aller en Arabie Saoudite, et c'est un joueur très très jeune qui venait à peine de faire ses premières minutes du côté de l'AS Monaco, qui a choisi de rejoindre le projet de la Saudi Pro League, nécessairement pour un projet financier qui était extrêmement juteux, mais... Est-ce que tu penses aujourd'hui que les jeunes ont vraiment déjà dans le viseur, dans un coin de leur tête, le côté financier? Même à 14-15 ans, est-ce qu'il y a déjà cet aspect à l'argent qui est intégré déjà dans leur cerveau ou pas vraiment? On est dans le plaisir, dans le jeu. Et est-ce qu'il y a déjà une conscience de la professionnalisation avec déjà tous les enjeux financiers autour à 14 ans? 100%, c'est clair, bien évidemment. Bien évidemment, encore une fois, je répète, c'est le système qui veut ça. Déjà, il faut savoir qu'il y a quelques années, on signait pour les plus grands talents un contrat à partir de 16 ans. Maintenant, on a avancé ça à l'âge de 15 ans pour un peu protéger, parce qu'à l'âge de 16 ans, ils peuvent partir à l'étranger. Donc en Belgique, on a mis ça à l'âge de 15 ans. Donc, ce qui veut dire qu'à l'âge de 14 ans, on commence déjà les négociations, donc on parle déjà argent, parfois beaucoup d'argent, même énorme pour nos plus grands talents. Donc forcément, et puis c'est ce qu'on voit aussi, comme je le dis, tous ces jours-là sont déjà accompagnés par des agents, et voilà. Et on entend le discours, et je l'entends quand je suis dans les buvettes de foot ou quoi, on parle que de ça, est-ce que ton fils a déjà discuté contrat? Donc j'ai l'impression que l'objectif principal, en tout cas de l'entourage, c'est le premier contrat. Et que ce soit les parents, l'agent, si on ne donne pas le premier contrat, il ne va pas réussir sa carrière. Non, voilà, c'est parce que si on donne un contrat, c'est parce qu'il est peut-être un peu plus avancé qu'un autre. Justement, on a eu un beau débat ici avec Ali Mahamar, Anderlecht. Ali est venu parler devant tous nos gamins. Il a un parcours incroyable. Ali, c'était vraiment une source d'inspiration. Champion du monde avec les U20 du Maroc. Il a signé son premier contrat à 19 ans à Anderlecht. Et jamais il s'est plaint. Son papa était là tout le temps, jamais il s'est plaint. Il a continué à bosser, il a signé. Et maintenant, il joue régulièrement en équipe première Anderlecht et champion du monde. Ouais. Donc voilà, chaque parcours est différent. Mais
trop de parents sont omnibulés par ce premier contrat dès l'âge de 15 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est le comparatif que toi tu peux faire, parce que tu es passé par ces académies de jeunes, tu es passé par la professionnalisation, par la post-formation, par l'équipe première du Sporting d'Anderlecht, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un fossé entre la manière dont ça a évolué au niveau financier, c'est-à-dire que toi quand même, est-ce que tu n'as pas un peu le vertige ? Si, parfois oui, oui bien sûr. Encore une fois, j'aime pas je vais me faire passer pour un vieux con, j'aime pas comparer, chaque période est différente, mais c'est clair, je répète, avant nous c'était le plaisir. Moi, mon rêve, c'était de jouer pour Anderlecht, donc peu importe, on ne pensait pas argent. Mon premier contrat, c'est quand je suis monté en équipe première Anderlecht. L'année d'avant, je jouais en U21, à ce moment-là, on appelait les U21, j'ai fait un an U21. J'avais juste des frais de déplacement qui correspondaient peut-être à ce moment-là à 50 ou 60 euros par mois que je recevais. Donc tu recevais uniquement des frais de déplacement en U21. Ouais. Alors à savoir aussi que à ce moment-là, j'ai toujours été en équipe nationale. J'étais capitaine de l'équipe nationale durant toutes les catégories jusqu'en U21. Donc j'étais quand même un espoir du club, voire un espoir belge. Et jamais, de toute façon, on ne pensait même pas à ça. Voilà, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'était de monter en équipe première. Et pour continuer dans cette voie-là, donc là, quand j'étais en U21, donc on m'a juste proposé des frais de déplacement. Mon papa était bien content qu'on paye l'essence de sa voiture. Et quand seulement je suis monté en équipe première l'année d'après, où j'étais... Parce que maintenant, on dit monter, mais parfois on va s'entraîner quelques fois. Non, on va vraiment intégrer le noyau à 100%. J'ai signé mon premier contrat et c'était le minimum syndical. Et je me souviens... Tu sais me donner la fourchette à peu près ? Je vais te le dire après. C'était avec Michel Verskuren. Il m'appelle. À ce moment-là, j'avais même pas d'agent, donc j'ai 18 ans. Je vais tout seul dans le bureau de Mr. Michel. Bonjour monsieur, j'ose à peine le regarder. Alors, mon petit, installe-toi là. Après, il me propose, c'était en francs belges encore à ce moment-là. Je pense qu'on devait tourner autour des 60 000. Donc, c'est quoi, 1 500 euros brut. Ouais. 1 500 euros brut, ça veut dire que quasiment dans ta poche, tu étais à 800, 900 euros. Quoi. Ouais. Mais je m'en foutais. Incroyable. Mais je m'en foutais, j'ai même pas... En équipe première, hein. En équipe première, oui. C'est de la folie. C'était même pas un jeune. Donc, je faisais partie, j'étais sur le poster. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui jouent en amateur, en 4e, 5e division, qui gagnent quasiment le double tous les mois. Hein. J'en suis conscient. Mais bon, encore une fois, c'est une autre période. Mais et c'est la réalité. J'ai même pas discuté. Moi, j'étais tellement content de pouvoir faire partie de l'équipe première d'Anderlecht. J'aurais même joué gratuit, vraiment. Et il me dit, écoute, je te donne ça, prouve, et on se reverra bientôt. Et 1 an plus tard, j'avais joué quelques matchs, ils étaient contents de moi, il m'a rappelé. Et là, j'ai eu un meilleur contrat, mais ce n'était pas énorme non plus. Hein. Il m'avait donné une voiture en plus, donc j'étais tout content. Mais la construction même de la vie, d'une manière générale, et de ses avoirs financiers, ça doit être complètement différent. Quand tu vois les sommes touchées, notamment par ton fils, d'abord dans le transfert forcément à Anderlecht, c'était un petit peu différent, mais même, on a quand même donné à Lucas de l'argent quand il était en U21, etc. Il gagnait sa vie de toute façon. Bien sûr. Déjà, rien que là, en n'ayant pas un statut confirmé, en étant entre l'équipe des espoirs et l'équipe première, c'était déjà largement au-dessus de ce que tu percevais. Bien sûr. Bien sûr. Mais Lucas a signé un contrat Anderlecht aussi à l'âge de 15 ans, plus ou moins. Il avait 15 ans. C'était pas énorme, mais c'était déjà de l'argent. Hein. C'est incroyable. Peut-être pour un gamin qui n'aurait jamais joué une seconde en tant que pro. Mais voilà, c'est le système qui veut ça. Mais c'est clair que je vois des sommes parfois, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et malheureusement, c'est un gros débat, mais on ne pourra plus faire marche arrière. La machine est lancée, on ne pourra plus... Mais quand tu t'entends parler, j'entends quand même un petit peu de fatalisme. C'est-à-dire que tu trouves que ce n'est pas nécessairement rendre service au gamin que de lui donner tout de suite autant d'argent. Bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Encore une fois, c'est le système qui le veut, c'est comme ça, et on n'a pas le choix. Sinon... Je parle en tout cas de ce que je connais en Anderlecht, on va perdre tous nos gamins. Hein. On en perd déjà de temps en temps parce qu'il y a d'autres clubs qui sont très très agressifs au niveau recrutement de jeunes joueurs. Notamment à l'étranger, c'est ça que tu veux dire ? Ou en Belgique aussi. Même en Belgique aussi. Oui. Ok, il y a des clubs qui mettent plus d'argent qu'Anderlecht. Qui sont très très agressifs. Ok.
Mais j'ai perdu le fil, je suis désolé. Non, mais tu m'expliquais justement que la valeur de l'argent a complètement évolué. Non, oui, c'est fou. Et moi, ce qui fait vraiment de la peine, c'est que je le vois, des gamins, donc je répète, de 14-15 ans, ils viennent, on leur parle d'argent devant eux. Et c'est ça qui m'attriste. Et certainement au niveau de l'entourage. Comment peut-on parler d'argent devant un gamin de 14 ans? Mais c'est pour lui faire vraiment tourner la tête. Et souvent, on le voit, des gamins qui signent leur premier contrat, qui n'a, pour moi, pas grand valeur, mais avoir carrément un down après, hein, parce qu'ils pensent, ah, mon objectif est atteint, voilà, on les voit, ils s'entraînent moins bien. Ça reste des ados, hein, ils arrivent dans le vestiaire, ils la jouent un peu. Et encore une fois, pas tous, mais souvent on voit vraiment ce don parce que les gamins, voilà, ils savent ce qu'ils gagnent déjà. Certains gamins, ils vont... J'ai eu le cas, heureusement, ça n'arrive pas souvent, mais ils arrivent à l'école, ils savent qu'ils gagnent plus que leur professeur. Et donc parfois... Ça veut dire que les comportements aussi changent. Les comportements changent, j'ai vu. Parfois, c'est parce que forcément, il y a des gamins qui ont des réactions qu'ils ne devraient pas avoir. Mais quand ils se font engueuler ou quoi, ils ont des remarques par rapport à ça, devant leur professeur. Ils deviennent un peu hautains, arrogants. Exactement. Ok. Et encore... Ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver, malheureusement. Et c'est l'argent qui va créer ce type de comportement-là? Bien sûr, l'argent. Et puis encore une fois, je répète, c'est un mot que j'utilise beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé, mais c'est l'entourage, c'est aussi un peu de leur faute. Hein. Ouais. Et toi, justement, comment tu gères avec Lucas? Comment tu as géré depuis le début de sa carrière sa gestion à l'argent? Parce que forcément, il faut pouvoir, je dirais, mettre en pratique ce qu'on dénonce, aller vers le positif, aller vers l'action. Là, tu as eu l'occasion justement de changer un peu les choses avec ton fils qui est un joueur professionnel. Qu'est-ce que tu as mis en place fondamentalement pour lui permettre de garder un peu les pieds sur terre? Écoute, je vais t'expliquer parce que tu as bien compris que mon rapport avec l'argent, c'est compliqué pour un jeune gamin. Donc j'ai toujours dit à Lucas, je m'en fous de l'argent. Le principal, c'est ton développement. Et le jour où je me rends compte que tu as peut-être une possibilité de faire une carrière, on commencera à discuter d'argent. Mais je dis, ce sera peut-être à 20 ans. Lucas est un peu plus précoce que ce que je pensais pour lui. Mais je vais t'expliquer. Son premier contrat, en plus moi c'est particulier, je suis formateur Anderlecht, tu vois, aller négocier contrat avec... donc moi je suis même pas entré dans les négociations. On est presque sur un conflit d'intérêts en fait, fondamentalement. Si ton fils était resté à Anderlecht, je veux dire. Oui, c'était compliqué, c'était compliqué effectivement. Et à savoir que Lucas n'a jamais été au courant de ce qu'il gagnait. Donc déjà pour son premier... Lucas n'a jamais su ce qu'il gagnait quand il était à Anderlecht. Déjà, son premier contrat à 15 ans, Sacha, s'il te plaît, 15 ans. Déjà, il ne gagnait pas beaucoup, mais c'était de l'argent. C'était de l'argent. L'argent reste de l'argent. Il ne savait pas. Et je lui donnais rien du tout. Voilà. Je lui donnais 20 € par semaine pour aller chercher un sandwich s'il avait envie, mais rien du tout. Il ne savait pas ce qu'il gagnait. Ensuite, il a signé un autre. Il ne savait toujours pas. Quand il est venu... donc j'avais négocié avec son agent, il avait un agent, j'ai pris un agent parce que encore une fois c'est compliqué, je n'allais pas commencer. Ça on y reviendra, c'est vrai que ta relation, toi, t'aimes mettre à la distance alors que certains parents, c'est aussi la raison pour laquelle tu es invité dans Off aujourd'hui, veulent véritablement devenir les managers de leur fils. Toi justement, tu as pris la décision de prendre de la distance par rapport à ça. Et donc là pareil. Et Lucas, à ce moment-là, il avait grandi, donc il essaie de savoir. C'est normal, c'est logique, parce qu'il entend aussi ses copains. Et donc, je lui ai jamais rien dit. Quand il a signé, je me souviens très bien, il a essayé de regarder. Je cachais les montants, donc il ne savait toujours pas. Okay. Là, je lui ai ouvert un compte où je lui versais un tout petit peu d'argent. Comme ça, il avait un peu d'argent de poche, mais il pouvait déjà gérer un petit peu avec sa carte de banque. S'il a envie de se faire plaisir, il pouvait. Ensuite, il est parti à Westerlo. Et là, pareil, à Westerlo. Donc là, il était vraiment, là, on peut dire joueur professionnel. Même s'il était déjà avant, il était, voilà, Westerlo l'a acheté, il faisait partie. Et là, pareil, avec son agent qui a négocié tout ça. Donc, il m'en parlait. Et Lucas n'était pas au courant du tout. Là, il gagnait déjà un peu plus d'argent. Et là, pour être transparent, à Westerlo, on fait beaucoup ça en Belgique.
on reçoit un appartement, une voiture du club. Donc ça, il avait. Et je pense que je lui versais 1000 ou 1200 euros sur son compte que j'avais ouvert. Quand il était à Westerlo, professionnel. Voilà, donc comme ça. Il avait 19 ans, là. Il devait faire son mois avec ses 1000 euros. Il a juste négocié, parce que c'est un bon négociateur, d'avoir 50% de ses primes. Okay. Donc j'ai dit que oui, parce que les primes, c'est quand même une récompense. Le match, voilà, tu travailles la semaine pour gagner ton match. Quand tu gagnes... Donc, j'avais accepté. Donc, je lui versais, alors il faisait le calcul, je lui versais un peu plus, 50% de ses primes. Et c'était comme ça toute l'année à Westerlo. Donc, il n'a jamais su son contrat, ce qu'il gagnait en réalité à Westerlo. Et après une année, c'était Saint-Étienne. Là, c'était différent parce que je me suis dit, bon, maintenant, voilà, normalement, sa carrière, elle est lancée. Ce sera son métier. Donc, il va bientôt avoir 20 ans. Il peut maintenant tout doucement venir dans les discussions et savoir ce qu'il gagne. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, toi, tu avançais, par exemple, sur des investissements pour lui. L'argent que tu n'utilisais pas, c'était quelque chose qui était dédié à la famille d'une manière générale à lui, non. Tu investissais ça dans des PEL, dans des comptes épargne, etc. Bien évidemment. Hein. Et je lui ai toujours dit, encore aujourd'hui, je lui explique toujours qu'une carrière de football, c'est très aléatoire, éphémère. Donc, il faut dès qu'il sait, c'est investir. Aujourd'hui, heureusement, il y a beaucoup de sortes d'investissements. Donc voilà, j'essaie de l'éduquer par rapport à ça. Et c'est quoi les erreurs que toi, par exemple, tu avais faites que tu veux pas que lui refasse et justement, ce que tu as mis en place par rapport à ça? Après, les erreurs, on en fait toujours, mais encore une fois, j'ai jamais gagné l'argent que lui gagne déjà aujourd'hui. Ouais. Hein, c'était pas comme ça. Donc moi, dès que j'avais un peu d'argent de côté, j'investissais cet argent avec les peu de connaissances que j'avais. Donc toute l'expérience que j'ai pu acquérir durant ma carrière, j'essaie forcément de lui transmettre, de lui expliquer les bons côtés, les mauvais côtés. Et heureusement, pour tout ça, il est vraiment à l'écoute et il fait pas de bêtises. Et, vous avez mis dans la brique pour le moment beaucoup. Mais après, aujourd'hui, il y a tellement d'autres choses, donc il faut aussi un peu diversifier. Il y a des bons placements. Le principal, c'est de bien s'entourer, de gens compétents, des gens de confiance, parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui tournent autour, forcément, quand il y a de l'argent. Tu avais déjà des gens qui gèrent le patrimoine, etc. Oui, déjà. Okay. Et moi, avec mes petites connaissances, je l'aide aussi, ou je le conseille. Après, il fait toujours ce qu'il veut, hein, c'est son argent. Okay. Voilà, ici, justement, c'était la semaine passée, il y a 2 semaines, je parcours et je vois dans le village dans lequel j'habite un chouette appartement. Je dis, tiens, il nous a une belle opportunité. Il me dit, ouais, c'est sympa et tout. Il me dit, tu crois que c'est bien, papa? J'écoute, moi, si j'avais de l'argent, moi, je l'achèterais. Il me dit, ok, t'as raison. Et du coup, il a acheté l'appartement là. Génial. Voilà. Donc, génial, c'est bien ça. C'est bien, il est à l'écoute. Et donc, voilà, on essaie de diversifier parce que ça va tellement vite. Moi, je l'ai connu aussi. Hein, j'étais au Borussia Mönchengladbach. Ouais. Je gagnais bien ma vie. C'est la seule période où j'ai bien gagné ma vie en Allemagne. Qu'est-ce que tu estimes bien gagner ta vie pour que les gens aient une ordre d'idée? Parce que la façon de bien gagner sa vie en étant footballeur professionnel aujourd'hui n'est pas du tout la même qu'à ton époque. Non, écoute, à mon époque, quand je disais bien gagner ma vie, je gagnais plus qu'un citoyen lambda. Mais il faut savoir qu'une carrière... 15 000 euros par mois, quelque chose comme ça, on était dans ces environs-là. Ouais, quand j'étais en Allemagne, j'avais peut-être un peu plus. Attends, je sais plus, parce qu'à ce moment-là, c'était en plus... Ce qui est un salaire relativement bas, c'est pour ça que je le dis, mais si je me reviens sur les salaires de l'époque, c'est quand même relativement haut, quoi. On était dans cet ordre d'idée-là, je pense, quand j'étais en Allemagne. Okay. À savoir aussi qu'en Allemagne, il y a des très grosses primes, encore aujourd'hui. Des primes de participation, des primes de victoire qui sont énormes. Donc, quand on a la chance de jouer, de gagner, ça peut doubler, voire tripler ton salaire, ce qui n'est pas le cas partout. Et donc, oui, forcément, pour moi, c'était énormément d'argent. Donc, j'ai pu mettre pas mal d'argent de côté, heureusement. Si aujourd'hui, j'ai une vie agréable, c'est notamment grâce à ça. Et parce que j'ai jamais fait le fou, j'ai toujours investi mon argent. Et donc, oui, c'était ça. Donc là, j'ai bien gagné ma vie pendant 3 ans, 4 ans, mais j'étais blessé pendant 1 an. Okay. Le dernier match où j'ai un problème où mes ligaments croisés, latéraux, ménisques, tout est pété en un coup. Il reste 10 minutes de match.
Et donc pendant 1 an, je joue plus au foot et j'étais en fin de contrat. Et donc c'est juste pour ça que je prends souvent cet exemple et que j'explique ça aussi à mon fils. Donc j'étais quand même en Bundesliga, même si je n'étais pas un grand joueur, j'étais quand même en Bundesliga dans un chouette club. Plus un club qui me veut. Et puis le seul club qui me veut, c'était ici en Belgique. À ce moment-là, c'était le Bruxelles. Et c'était pour 2000 € brut. Hein. Donc où je gagnais très bien ma vie en ce temps-là. Et tu étais en fin de contrat à ce moment-là? J'étais en fin de contrat. 1 an plus tard, bon, ok, j'ai ma blessure. Mais j'étais prêt à accepter un contrat de 2000 € brut pour moi jouer au football, quoi, tu vois. Donc ça va très vite, hein. Donc c'est ça que je dis, quand tu as l'opportunité de bien gagner ta vie, il faut directement bien placer son argent parce qu'une carrière de foot, ça tient à quoi? À rien du tout. Et d'ailleurs, à vous aussi, il ne tient qu'à vous de rester avec nous. Dans quelques instants, la suite de cet entretien avec Stéphane Stassin. Pour ceux qui nous suivent sur LN24, ce sera après la pub. On parle justement de ta situation, de toi, de ta situation quand tu étais footballeur professionnel. Forcément, à ton époque, la prolifération des agents sur la situation professionnelle d'un joueur de foot, c'était complètement différent. Toi, comment tu as vécu toutes les sollicitations dont a été l'objet ton fils ces dernières années? C'est compliqué, honnêtement. Et pourtant, Dieu sait si je connais le monde du football, mais c'est compliqué parce que, notamment cet été, c'était la folie. Mais vraiment, hein, quand je l'explique, je vais pas exagérer, c'est la réalité. À savoir que Lucas avait un agent, mais tous les jours, et vraiment tous les jours, des agents de tous les pays, je voyais des numéros qui m'appelaient. Déjà, je ne sais pas comment ils avaient mon numéro, mais ils essayaient tout le temps, que ce soit via les réseaux sociaux, avec mon numéro. Et à chaque fois, je leur disais, non, merci, c'est gentil, merci de penser à Lucas. Ça me fait plaisir, mais il a déjà un agent, donc voilà, ils essayaient. Quand on leur disait non, le lendemain, ils réessayaient. Oui, mais viens, juste une rencontre, on se déplace, on fait un vidéo call ou quoi. Et donc, vraiment, à l'usure tout le temps. Et quand ça ne marchait pas, parce que je leur disais tout le temps non, ils essayaient via. Et je parle même pas de Lucas, hein, je parle juste du papa de Lucas, quoi. Donc des proches à toi? Oui, ils essayaient, ou des gars que je connais, peut-être avec qui j'avais joué, qui ont travaillé à un moment donné avec ses agents. Ils me téléphonaient, ils me disent, ouais, il y a un gars, je sais pas si tu connais. Je dis, bah oui, je connais. Il m'a appelé, ça fait 2 jours qu'il n'arrête pas de m'appeler. Ouais, essaye de le voir. Et ouais, non, tous les moyens étaient bons. Donc, malgré que je connais ce milieu, honnêtement, à un moment donné, c'est déstabilisant. Parce que tu perds la tête. Quand le soir, tu es chez toi, qu'il y en a qui te téléphonent, et à un moment donné, par courtoisie, bah, tu dis, allez, ok, je veux bien vous écouter. Et tu vas dormir, mais tu en as plein la tête et tout ça. Tu te réveilles le lendemain matin, tu dis, oh, bah, qu'est-ce qu'on fait alors que je sais très bien comment ça marche. Mais à la fin, c'est vrai que certains sont tellement forts qu'ils parviennent à ce qu'on soit déstabilisé, qu'on se pose finalement des questions. Ils arrivent à t'embrouiller, en fait. Exactement. Alors que ma position était claire à la base. Hein, mais c'est assez dingue parce que toi, vraiment, tu as cette position de conseiller, donc quelque part, tu es un peu l'armure, le bouclier de Lucas. Exact. Mais t'as pas pris le pli d'être l'agent de ton fils. Donc tu as vraiment la distance totale par rapport au monde des agents. Et à ce moment-là, bah, en fait, je pense qu'il y a certains agents qui ne se rendaient pas compte de ça et qui donc essayaient de traficoter un petit peu un deal avec toi, mais se rendait pas compte en fait de qui tu étais par rapport à ton fils et de ce que toi tu allais faire, parce que le monde du football est tellement quelque part aujourd'hui vicié sur l'argent que c'est facile de corrompre un parent. Aujourd'hui, tellement de parents acceptent de l'argent pour signer et être... on le disait encore la semaine dernière avec Melissa Onana, la sœur d'Amadou Onana, le nombre de propositions qu'elle a, par exemple, en tant qu'agent, essayé de faire pour un projet sportif à un joueur qu'elle essayait de récupérer, qui n'ont pas matché, qui n'ont pas fait le poids, en fait, par rapport à d'autres agents qui alignaient de l'argent pour pouvoir signer le joueur. En fait, directement, aujourd'hui, tu casses la relation et il n'y a plus rien, en fait. Oui, c'est vraiment compliqué, je te promets. Et encore une fois... Tu sors embrouillé, tu arrives embrouillé. Ouais. Et encore, imagine, je pense à tous ces parents qui ne connaissent pas vraiment le monde du foot, qui n'ont jamais eu la chance de
de vivre ce que j'ai vécu, donc une carrière professionnelle. Je le suis encore, je suis professionnel dans le football, donc je connais ce monde-là. Et malgré tout, à un moment donné, je me dis, oh Steph, qu'est-ce qui t'arrive? Donc imagine tous ces personnes-là, ils doivent vraiment perdre la boule. Et moi, c'est ce que j'essaye aussi d'inculquer à Lucas. J'ai dit, c'est d'avoir une stabilité dans la vie, comme dans son travail. Mais si on veut, tous les 3 jours, on change d'agent, hein, qu'on se comprenne bien, parce qu'ils arrivent tous, à un moment donné, à nous faire tourner la tête. Et écoute, je pourrais te raconter des anecdotes que j'ai vécues cet été, mais c'est hallucinant, quoi, tu vois. Je t'écoute. Et il y a aussi des mensonges, mais c'est tous, écoute, moi je connais tel directeur sportif, j'ai parlé de Lucas, il le veut, alors que j'avais déjà parlé peut-être, en tout cas via son agent, qui m'avait dit, écoute, j'ai parlé à tel directeur sportif, Lucas est sur la liste, c'est pas la priorité, il cherche un autre profil, mais 3 jours plus tard, un autre agent qui a cité le nom de Lucas, qui dit, il le veut vraiment, il est prêt à te rencontrer, pardon, alors que je savais que c'était pas là. Mais ça arrivait, mais tous les jours, quoi. Tu vois, j'ai parlé, le coach, je le connais bien, il veut ton fils ou quoi. Ben non, il veut un attaquant qui mesure 2 mètres, donc c'est pas le profil de mon fils. Donc qu'est-ce qu'il me raconte? Mais c'est juste, à un moment donné, pour juste espérer que Lucas signe avec eux. Et voilà, après, ils sont tranquilles. Puis il va dire, ouais, finalement, le coach, il a choisi un autre profil, mais Lucas a signé son contrat. Et voilà, et après, t'es lié, quoi, tu vois. Après, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis qui sont intéressantes. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité aussi d'avoir des agents qui ont des liens privilégiés avec certains, comme on avait parlé durant le mercato, en disant, voilà, moi, à titre personnel, je sais de réputation que cet agent-là a une très bonne relation avec ce club-là. Si tu veux aller vers cette direction-là, je pense que c'est lui qui a cette spécialisation. Tout le monde dans le secteur a des spécialisations où on est fort dans certains secteurs, on ne l'est pas dans l'autre. Ça aussi, c'est une réalité. Maintenant, le fait de dire, je vais le mettre partout, ça, c'est évidemment des mensonges. Oui, non. Mais tellement de choses. Et encore une fois, ici maintenant avec les réseaux sociaux, pareil, quand Lucas me racontait, il me faisait des captures d'écran, quoi. Il me dit, mais regarde ça, papa. Il y avait des gens connus qui appelaient Lucas via, parce qu'ils avaient vu que Lucas était ami sur Instagram ou je ne sais pas quels réseaux sociaux avec tel et tout. Donc imagine, mais ça devenait de la démence, quoi, tu vois. Ils allaient fouiller, voir vraiment, quoi, tu vois. Donc oui, non, c'est très compliqué. C'était une période très compliquée. Et comment tu as trouvé justement la bonne... est-ce que tu as déjà, pour le moment, trouvé la bonne formule? Est-ce que tu as trouvé le bon aliénage avec, justement, le bon alliage, pardon, avec l'agent ou pas encore? Tu es encore en zone de turbulence pour le moment? Écoute, c'est comme je t'expliquais, j'essaie vraiment d'inculquer ça à Lucas, c'est d'avoir une stabilité. Et moi, je suis convaincu qu'il y a des agents qui font très bien leur boulot, mais vraiment, mais après, il n'y a peut-être pas un grand pourcentage. Quand je dis c'est un faible pourcentage, mais il y a des gars qui font très bien leur boulot, donc il faut essayer justement de les trouver. Quand tu les as, c'est de leur faire confiance. Et encore une fois, à partir du moment, en tout cas je le dis à Lucas, après il fait ce qu'il veut, mais quand il s'engage avec quelqu'un, voilà, c'est de lui faire confiance. Et après, c'est comme dans une relation humaine, un mariage ou quoi, tu peux aimer ta femme et après quelques années, tu vas avoir des incompatibilités d'humeur ou quoi que ce soit et tu peux te séparer de ta femme comme tu peux te séparer de ton agent si à un moment donné tu n'es plus d'accord ou peu importe, mais pas commencer à changer à tous les coins de rue et chaque semaine, hein, c'est pas... Qui a le dernier mot? Lucas ou toi? Non, c'est Lucas. Non. Ça, j'ai toujours été clair par rapport à ça. C'est sa vie. Donc c'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité. Moi, je lui donnerai toujours mon avis pour tout. Et j'ai beaucoup de chance avec Lucas. C'est que je touche du bois. Pourvu que ça... Pour toutes les grandes décisions, il me demandera toujours. J'ai toujours dit, écoute Lucas, voilà, moi je ne vais jamais interférer ou quoi que ce soit. Mais s'il te plaît, avant de prendre des grandes décisions, parle-moi-en, je te donnerai mon avis, parce que j'ai juste quand même quelques années d'expérience dans le domaine. Et après, c'est toi qui auras la décision. Hein. Je vais revenir sur la période d'Anderlecht à Westerlo. Donc, Anderlecht, on lui signifie que... Donc, Lucas est meilleur buteur de D1B à 17 ans. Il lui reste 1 an de contrat Anderlecht.
Et on lui signe. Ils ne viennent même pas pour prolonger le contrat. Donc c'est même nous qui devons aller vous dire il reste un an, qu'est-ce que vous comptez de faire, Lucas? Ah oui, mais Lucas, il est bien important pour les 23. Il va rester un 23. Alors que ça faisait déjà 2 ans qu'il s'entraînait avec les pros, du temps déjà de compagnie, de Felice Mazzu, il s'entraînait déjà avec les pros quasiment tous les jours. C'est sous Brian Rimmer, à l'époque que tu évoques maintenant, c'est ça? C'est ça. Okay. Ah non, il va rester... il est meilleur buteur de D1B à 17 ans, il lui reste un an de contrat. Et Lucas, il ne demande pas grand-chose, il demande juste... Son objectif, c'était de jouer Anderlecht. Il est un peu comme moi, c'était Anderlecht, il est Anderlechtois. D'intégrer le noyau et essayer de gratter du temps de jeu. Il y avait Dolberg à ce moment-là, être sa doublure. Et quand voilà, jouer un quart d'heure, quand Dolberg, à un moment donné, est blessé, pourquoi pas avoir sa chance? Ah non, U23, tu seras important, fais encore une saison, et après on verra bien. Et en sortant de là, Lucas me dit, papa, il ne m'a pas parlé une fois de l'équipe A, il m'a parlé des 23. Moi, j'ai envie de passer un step. Même si mon rêve, c'est de jouer Anderlecht, je vais partir. Je dis, ok, mais écoute... moi aussi, j'aurais bien aimé que mon fils joue dans mon club, quoi, tu vois. Ok, c'est ton choix, pas de souci. Et là, du coup, il y a plein de clubs qui s'intéressent. Et puis, notamment à Westerlo. Et Lucas n'est même pas au courant. Hein. C'est son agent qui m'appelle. Il me dit, écoute, il y a Westerlo. Je dis, écoute, ok, on va aller voir. Je vais là, ça se passe super bien. Très bien accueilli. Un vrai plan pour Lucas, une belle vision. Je sors et je dis à Lucas, écoute, j'ai été voir un club pour toi. Et je trouve que c'est pas mal, c'est une belle opportunité, tu vois. Ah ok, on va voir. Il va voir, pareil, ça se passe super bien. On sort de là, et Lucas dit, ah ok, je signe ici. J'ai dit, Lucas... Il était convaincu. Attends, j'ai dit, Lucas, attends, il y a des clubs plus huppés, où tu peux gagner beaucoup plus d'argent. Il dit, non, il dit, je le sens bien ici, je signe ici. Il faut rappeler qu'à l'époque, c'était son formateur Anderlecht qui était l'entraîneur principal. Oui, Jonas de Roog notamment, tu vois. Et aussi avec Hassan Setinkaya qui est le président là-bas, qui était incroyable, enfin vraiment, franchement, et je leur en remercie encore aujourd'hui, qui était vraiment incroyable avec Lucas. Et il me dit non, c'est bon. Et je dis Lucas, attends, prends ton temps, on a le temps. Et donc Lucas était convaincu. Donc tout ça pour dire, c'était son choix, je respectais. Pas dire, j'étais super content parce que c'était vraiment une belle étape Westerlo pour lui, mais il y avait vraiment d'autres clubs et avec d'autres moyens financiers. Ouais, c'est clair. Mais Lucas non, donc c'était ses décisions, donc j'ai dit ok, tu veux signer. Et après ça s'est fait assez rapidement avec Westerlo. Westerlo l'a voulu, mais surtout a poussé énormément pour pouvoir le signer. Ça a été une véritable bataille, ça a été très rude. Jesper Fredberg, qui est aujourd'hui le CIO de la Sampdoria, ne m'en voudra pas de le dire, mais il vous a mis des bâtons dans les roues, très clairement. C'était très compliqué, tu as dû aller au créneau, tu as dû te battre pour faire sortir ton fils. Comment ça se fait qu'alors qu'il avait un an de contrat et qu'il avait quand même une belle proposition financière sur la table, ça a été si difficile de sortir d'Anderlecht? Tu expliques comment? C'était très compliqué, effectivement. Parce que, comme je l'ai dit, avec Westerlo, c'était très vite. Parce que l'objectif de Lucas, c'était même pas financier. On a peut-être même une petite contre-proposition. Bon, en 2 jours, c'était bouclé avec Westerlo, c'était très vite. Mais après, ça a duré vraiment longtemps, hein, plus d'1 mois, je pense, avec Anderlecht. Parce que, comme on l'a dit, déjà, il lui restait plus qu'1 an de contrat. Il faisait pas partie du noyau A. Il n'allait pas faire partie du noyau A. Mais à chaque fois, il demandait un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et heureusement, encore une fois, que Westerlo, avec Hassan, voulait vraiment, sur Lucas, qu'il avait totale confiance au potentiel de Lucas, qu'il a fait parce que pour moi, c'est des gros efforts financiers. Hein. Ils l'ont acheté, quoi, je ne sais même plus, mais quasiment 1,5 million pour un gamin qui n'avait même pas encore joué en équipe première ou quoi que ce soit, qui restait 1 an de contrat. C'était 700 000 plus bonus, donc pour aller jusqu'à 1,5 million et 20% sur la plus-value, c'est énorme. Hein. Ouais, c'était énorme. C'était énorme, quoi. Pour un gamin, encore une fois, sur lequel tu comptais pas et qui restait 1 an de contrat, quoi. Donc, et à la fin, oui, Hassan est venu plusieurs fois à Anderlecht. Et à la fin, enfin, on a quand même trouvé une solution, mais on était déjà à fin du mercato, hein, le championnat avait déjà commencé, je me souviens. Qu'est-ce qui a été décisif pour permettre justement
à Hassan Chetinkaya de finaliser l'opération auprès d'Anderlecht. C'est des discussions entre clubs ou est-ce que, par exemple, c'est l'agent de Lucas qui était monté au créneau? C'est toi qui t'es à un moment donné un peu fâché aussi auprès de la direction en disant mais un peu de respect pour moi aussi, parce que là, on joue quand même sur la famille Stassin, quoi. Oui, c'est ton fils, donc tu as quand même beaucoup de responsabilités. On le dit, tu es formateur à Anderlecht. Avant, tu faisais les 18, maintenant, tu fais les U15. Il y a aussi une question de, à un moment donné, il faut respecter l'humain, quoi. Oui, exactement. Maintenant, pour être... Et à un moment donné où tu étais en colère par rapport à ça, on en a parlé ensemble. Oui, bien sûr, j'étais en colère, mais moi, j'étais mal placé. Ouais. Tu sais, Anderlecht, c'est ma vie, c'est mon club. Donc, je voyais mal me mettre en porte-à-faux, mais d'un autre côté, c'était aussi l'avenir de mon fils, tu vois. Mais totalement, encore une fois, totalement confiance en l'agent. Et puis, Hassan, qui avait un contact extraordinaire, que ce soit avec Lucas ou avec nous, qui était très proche. À chaque fois, il nous rassurait en disant « Restez calme, on va trouver une solution ». Vraiment, avec son calme en dehors des terrains. Sur le terrain, il est différent dans les tribunes. Ça reste un Turc, hein, fort comme un Turc. Il ne m'en voudra pas, mais voilà. Mais en dehors, il est vraiment quelqu'un d'incroyable. Et donc, il nous rassurait tout le temps. Mais je pense qu'à la fin, oui, effectivement, si la situation ne s'était pas déliée, à un moment donné, peu importe Anderlecht ou pas Anderlecht, je serais monté vraiment au créneau en disant non, ça va, c'est bon, il faut arrêter les bêtises. Heureusement, on a trouvé un terrain d'entente. C'était compliqué, mais voilà. Comment vous avez géré le mercato d'été avec Lucas? Ce mercato? Oui, l'été 2025. Écoute, c'était vraiment compliqué parce que donc, Lucas part de Westerlo. Donc, la dernière semaine du mercato, il y a Saint-Étienne qui vient. Saint-Étienne, club mythique. Alors, je lui dis, purée, Lucas, c'est magnifique, Saint-Étienne. J'ai vécu un peu à Mönchengladbach, un peu la même chose avec des vrais supporters fervents et tout. Je dis, quel bonheur de pouvoir jouer dans ce stade. Ils viennent de remonter en Ligue 1. Donc, Lucas, il était tout emballé. Et, on les a eus au téléphone. Donc, il y a un plan. Donc, pour tout reprendre... Hein, on rappelle qu'il a été recruté pour 9 millions d'euros plus 1 million d'euros de bonus par Saint-Étienne. À ce moment-là, c'est certainement le plus gros transfert de la part du nouvel actionnariat américain qu'il meurt. Et donc forcément, ça crée d'abord des interrogations et puis ensuite quand même un certain engouement autour de Lucas déjà en Ligue 1. Exactement. Mais... Donc Saint-Étienne est racheté par des nouveaux investisseurs, mais à savoir que c'est le plus gros transfert de l'histoire du club. Donc pas nécessairement du nouvel investisseur, mais de l'histoire du club. Donc Lika, 19 ans, arrive déjà avec une fameuse pancarte dans le dos, une fameuse pression. Donc voilà, donc le plan des nouveaux investisseurs était très clair. C'est ça qui a vraiment déjà Saint-Étienne. En plus, ce qu'ils le proposent, ils disent voilà. Nous, on a les moyens financiers. Donc, on vient de monter. On va se stabiliser la première année. Parce qu'à ce moment-là, cette fin de mercato, les 3 premiers matchs, ils avaient perdu. Donc, ils ont perdu les 4 premiers matchs, je pense. Donc, ils avaient 0 sur 12. Voilà, on a les moyens financiers. Il y avait de la pression. On va voir. Si ça ne va pas, au mercato d'hiver, en janvier, on va rééquilibrer tout ça. Donc, on va vivre une saison tranquille. Deuxième saison, on va refaire de nouveau ce qu'il faut pour essayer de jouer l'Europe. Et la troisième année, on va viser le haut du tableau. Donc, Lucas, il voit ça, il se dit « Waouh, c'est magnifique ». Donc, d'un côté, il y a Saint-Étienne. Et puis, ce plan où le club veut mettre les moyens. Donc, il se dit « C'est top, hein, j'aurai le temps de grandir ». Et en même temps, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, atteindre l'objectif de jouer une Coupe d'Europe. Mais en plus, bon, honnêtement, ils sont bien avec nous en disant, voilà, on est prêt à faire un effort sur Lucas, vraiment, parce qu'on a totalement confiance à son potentiel et à son développement. Mais, et ça, c'est bien, c'est pas pour ça qu'il va jouer tous les matchs. Il jouera. Il aura du temps de jeu, c'est sûr, mais il est encore jeune. C'est la Ligue 1, c'est un championnat compliqué. Voilà, on va gérer tout ça. Donc c'était bien, c'était pas genre on te promet, tu vas jouer tous les matchs et tout. On sait bien que ça n'aurait pas été possible. Et donc Lucas, ça lui convenait très bien comme plan. Hein, et donc voilà, aussi ça s'est fait le dernier jour du mercato, dernière heure. C'était compliqué. Oui, finalement, bon. Vous êtes monté dans un jet dans les dernières secondes. Dans les dernières secondes. Et donc, Lucas arrive là, vraiment, avec cette étiquette du transfert le plus cher de l'histoire. Donc,
ils ont des supporters incroyables à Saint-Étienne. Aller voir un match à Saint-Étienne, c'est quelque chose. Ouais. Et donc, énormément d'engouement par rapport à l'avenue de Lucas. Mais eux, les supporters, ils pensent que Lionel Messi arrive à Saint-Étienne, hein, puisque c'est le plus gros transfert de l'histoire du club. Ouais, je fais, Lucas, il a du potentiel, il a encore une marge de progression, mais il est loin d'être le phénomène. Hein. Tu l'as senti, cette pression-là? Oui, quand je suis arrivé là, directement. Okay. Et c'est normal. Là-bas, Saint-Étienne, le foot, c'est une religion, c'est leur vie. Hein. Il faut y aller pour s'en rendre compte. Donc, c'est normal. Il y a une énorme attente par rapport à Lucas. Alors, il y a quelques jours avant, il y a le club qui dit, voilà, on va prendre notre temps avec Lucas. Et puis, c'est très médiatisé, une énorme pression. Et voilà, donc les supporters attendent que Lucas, dès le samedi, qu'il mette doublé, alors que c'était pas... Voilà. Et Lucas, est-ce qu'il avait l'habitude de gérer aussi bien la pression qui était sur ses épaules habituellement? Est-ce que c'est quelque chose qui pouvait l'impacter, tu penses, potentiellement en tant que père? Tu étais inquiet de ça? Oui, forcément. Même si je connais bien Lucas, il a cette force. C'est incroyable de bien gérer ça. Même dès son plus jeune âge, ça a toujours été une force chez lui de gérer cette pression et même de le transformer en positif. Mm-hmm. Mais après, ça reste quand même, c'est différent. Entre jouer dans un stade de D1B, voire être sur le banc chez les pro Anderlecht. Et là c'est la Ligue 1. On sait que Saint-Étienne, il y a quoi, 35-40 000 personnes qui sont là, fort médiatisées. Donc là, je me pose quand même la question, est-ce qu'il va quand même supporter ça? Et c'est vrai que c'était compliqué pour lui. Parce qu'en plus, je répète, il y a cette pression-là, mais cette pancarte quand même, et ça lui est resté. Hein. Combien de fois je devenais fou, les médias en France... humainement, ça avait été parfois catastrophique, mais après, ils font leur boulot. Non, voilà. mais de quoi tu parles? Mais c'était tout le temps, dans tous les articles qu'on m'envoyait. Parce qu'au début, c'était compliqué pour Lucas, l'adaptation et tout ça, tu vois. C'était toujours le transfert le plus cher de l'histoire. Ok, c'était aussi la valeur de Lucas, tu vois. C'est pas genre, ils avaient craqué, ils avaient mis 30 millions pour un gamin, tu vois. Ok, c'était peut-être beaucoup d'argent pour ce club-là, mais après, tu sais que, et ça c'est encore la réalité, même, donc, le matin même, quand Saint-Étienne, donc le dernier jour du mercato, fait cette proposition-là à Westerlo, et Hassan Setinkaya appelle Lucas, et Lucas était avec moi, donc il met le haut-parleur, et Hassan dit, écoute, pour Westerlo, c'est énormément d'argent, mais si tu n'as pas envie de partir, on te pousse pas pour dire on prend l'argent, on fait notre gros bénéfice et tout ça. Nous, on a totalement confiance en toi. Si maintenant tu ne le sens pas, tu restes encore un an à Westerlo et nous, on est certain que dans 6 mois, 1 an, on va encore te vendre plus cher. Donc, c'était le prix, c'était la valeur de Lucas, tu vois. Et Hassan, encore une fois, tu vois, est top, voilà, vraiment avec Lucas. Mais c'était même pour Westerlo, même pas une obligation de le vendre. Et donc, il arrive à Saint-Étienne et là, on arrive avec cette pancarte. Et je te dis, ça l'a suivi pendant des semaines. C'était tout le temps la même chose, quoi. Et le transfert le plus cher, et le ci et le là. Okay. Il le vit comment, lui, à ce moment-là? À ce moment-là, c'était une période compliquée, mais il ne le montrait pas. Il continue à bosser, tout ça. Encore une fois, il a 19 ans, c'est nouveau pour lui. C'est un nouveau championnat. Il part de la maison, il habite tout seul. On oublie tout ça, tu vois, mais ça fait partie. Voilà, donc c'était compliqué, mais il a bien géré ça. Il a continué à bosser. Voilà, il s'est intégré au fur et à mesure des semaines. Voilà. Mais quelque part, la pression... elle n'a fait qu'augmenter depuis son arrivée à Saint-Étienne, parce qu'il a été excellent depuis son arrivée. Il a marqué des buts qui sont providentiels. J'en avais notamment été le témoin, puisque j'ai commenté la plupart des matchs de Lucas en Ligue 1 la saison dernière. Il est exceptionnel contre le Paris Saint-Germain, où il fait un match absolument fantastique dans le chaudron à Geoffroy-Guichard, et c'est absolument fantastique. Évidemment, il y a ce match face à Lyon, où là, en fait, c'est la consécration d'une saison magnifique. À ce moment-là, il faut aussi savoir gérer cette période, je dirais, d'euphorie. Oui, exact. Et là, il a besoin de son père. Oui, vraiment, vraiment. Et pas que de son père, mais de tout son entourage, parce que ses copains sont énormément aussi importants. Lucas a quelques copains depuis tout le temps il accorde énormément d'importance à ça. Et certainement son père. Mais à savoir aussi que notre relation a un peu changé, parce qu'au début, moi, j'étais... La relation père-fils, quand je lui disais quelque chose, moi j'étais toujours tranquille, tu vois. De temps en temps, je lui disais, c'était toujours
des remarques négatives. Non, c'était des remarques constructives, tu vois. Mais pour lui, à son plus jeune âge, c'était tout le temps, papa, tu me critiques, tu n'es jamais content. Et à force, avec les années, tu vois, il grandit, il devient un peu plus mature. C'est de lui-même qui vient vers moi, qui me dit, tiens, papa, qu'est-ce que tu penses de mon match? Qu'est-ce que tu as pensé? Voilà, parce qu'il grandit. Donc, notre relation a un peu changé par rapport à ça. Parce que moi, parfois, même encore ici, ce week-end, je n'ai même pas laissé de message, je n'ai même pas débriefé avec lui après le match. T'es un papa poule, en fait. Toi, t'es vraiment cool, tranquille. quoi. S'il a envie de m'en parler, il m'en parle. Ouais. J'ai totalement confiance en lui. Ce qui est hyper paradoxal dans ton profil, je trouve, c'est que toi, contrairement à d'autres pères qui jouent au manager de leur fils, tu aurais la légitimité pour être concrètement derrière lui, pour lui donner des conseils suite à ses matchs, d'aller à un moment donné, surtout le challenger, avec l'expérience que tu as en tant qu'entraîneur et joueur professionnel, tu aurais la totale légitimité pour le faire. Et toi, au contraire, tu ne le fais pas. Je trouve ça dingue, en fait. Ouais, bah écoute, c'est mon mode de fonctionnement et je pense, il n'y a pas de bonne solution, mais je pense que c'est le mieux. Mais c'est dire à quel point aussi les parents, parfois qui s'inventent un rôle d'entraîneur ou de manager, etc., de leur enfant, ont un rôle qui peut être nuisible aussi. Si toi, qui connais si bien ce milieu, qui connais ce métier, qui a été joueur professionnel, tu ne le fais pas, quand bien même, pourquoi eux devraient-ils le faire pour leur enfant? Ouais, t'as pas tort, mais c'est aussi le football. Tu sais bien que dans un stade, ce sont tous des entraîneurs. Ouais. Hein, ça, c'est aussi la beauté du football, mais aussi les inconvénients du foot. Donc, souvent, voilà. Après, pour défendre tous ces parents, tu sais, quand c'est ton fils, je sais que c'est compliqué. Hein. On veut toujours le meilleur pour ses enfants. Oui, mais regarde, tu veux le meilleur pour ton enfant. Ouais, bien Pourtant, sûr. tu lâches, Ouais, tu bien laisses, sûr, tu bien laisses. sûr, bien sûr. Mais aussi certainement parce que j'ai totale confiance en lui. Je connais sa mentalité. Je sais que Lucas, il va bosser, qu'il a ses objectifs et qu'il va tout faire pour les atteindre. Si j'avais un autre fils où j'avais peut-être moins confiance, je réagirais peut-être autrement ou pas, je sais pas. Donc ici, voilà, on a encore une fois beaucoup de chance. Et pourvu que ça dure, ça changera peut-être, hein, je le sais. Hein. Le jour où il connaît peut-être une copine ou quoi que ce soit, peut-être qu'il tournera, ou peut-être des copains, des nouveaux copains qui l'emmèneront sur un autre chemin. Et à un moment donné, tu l'as senti influençable ou pas, notamment dans Non. le choix des agents, Lucas? Non, influençable, Lucas. Bah, après, qu'il se pose des questions, c'est normal. Je dis, même moi, quasiment 50 ans, je me pose des questions. Donc lui, c'est quelque chose de nouveau. Donc c'est normal qu'à un moment donné, il se pose aussi des questions. Mais encore une fois, il a les pieds bien ancrés au sol. Et, voilà. Et j'essaie toujours de lui inculquer ça. Donc non, je pense pas. Après, bien sûr, ça reste un gamin. Hein. Pour moi, c'est toujours un gamin. 20 ans, on commence dans la vie. C'est compliqué. Bien évidemment, c'est un monde compliqué. Mais il doit apprendre et en tirer les leçons. Il est revenu hier. J'étais le chercher parce qu'il est à rendez-vous aujourd'hui avec l'équipe nationale. Oui. Donc, pendant 30 minutes sur le trajet, j'ai pu lui parler tranquillement, tu vois, parce que c'est aussi différent de lui parler tranquillement qu'au téléphone. Parce que téléphone, il me dit, ouais, toujours, tu m'ennuies ou quoi. Donc, je ne l'ennuie pas. Je dis, ouais, ça va, tout se passe bien, ouais, tout, l'entraînement, de temps en temps, une fois par semaine. Je ne l'ennuie pas avec ça. Donc, hier, c'était un peu l'occasion de lui parler. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est parce que je dis, j'ai totalement confiance avec lui. Il est honnête. Donc, hier, il m'a dit, papa, je suis un peu... comment il m'a dit, pas dans un down, mais j'ai un peu de mal pour le moment, qui dit je me sens un peu moins bien dans ma tête. Est-ce que c'est parce que, justement, en ce moment, il n'est pas titulaire du côté de Saint-Etienne en Ligue 2, ou est-ce que, justement, c'est parce qu'il n'est pas en forme qu'il est sur le banc? Écoute... elle est où la réalité? Écoute, c'est une... Je lui ai dit, il s'attendait peut-être à une autre réaction, mais je dis, écoute, moi, j'ai aucun souci avec ça. C'est totalement logique ce qui t'arrive pour le moment, et tout va bien. Hein. C'est juste que ça fait quelques matchs où il marque plus. Encore ce samedi, il a une grosse occasion, il frappe sur la latte. Il y a quelques semaines d'ici, c'était en dessous de la latte. C'est quelques centimètres, mais c'est la réalité. Et tout ça parce que c'est un peu le contre-coup, c'est ce que je lui ai expliqué hier, le contre-coup de cet été, tout ce qu'il a vécu. Il ne faut pas l'oublier, et donc c'est normal que ça reste un être humain. Il a 20 ans, c'est la première fois que ça lui arrive d'avoir un petit down.
Donc c'est totalement logique. Une carrière linéaire de 10 ans ou 15 ans, c'est impossible, il y a toujours des hauts, des bas. Et là, c'est pas qu'il est dans le creux, c'est que ça va un peu moins bien. Et il s'en rend compte. Donc il me le dit, papa, voilà, je me rends compte, je suis un peu moins... J'en ai parlé au coach, il me dit. Parce que Lucas, voilà, il est très ouvert. Il a été le dire au coach. Voilà, il me dit, je me sens un peu moins bien. Du coup, ça s'entraîne un peu moins bien. Donc il est au courant de ça. Donc pas de souci, c'est un passage... un mauvais passage qui doit passer, c'est tout. Et alors, raconte-moi, ce transfert avorté cet été, ça s'est passé comment ? On va y revenir, on boucle la boucle. Oui, attends, 2 secondes. Je t'en prie, il n'y a pas de problème. Écoute, cet été, donc, tout à l'heure, je te parlais des plans de Saint-Étienne, qui avaient été très clairs avec Lucas, donc top. Donc Lucas était super emballé de rejoindre Saint-Étienne. Et malheureusement... après la première saison, Saint-Étienne est rétrogradé en Ligue 2. Ouais. Donc le plan promis a échoué à Lucas, ce n'est plus le plan de base. Ouais, c'est clair. Ce n'est plus pour ce plan-là que Lucas avait rejoint Saint-Étienne. Encore une fois, il faut bien, comme je l'ai dit, il y a Saint-Étienne, ce club et ses supporters où je dis à Lucas, tu dois aller parce qu'il faut vivre ça dans sa vie, un club comme ça. Et puis le plan de carrière. Mais la réalité, c'est que 10 mois plus tard, c'est plus le même plan de carrière. Parce que Lucas a quitté la Belgique, justement, pour continuer sa progression et essayer d'atteindre son objectif, la Champions League, voire la Coupe du Monde. Et là, il se retrouve en Ligue 2. Donc là, c'est le premier gros choc pour Lucas. Donc c'était déjà pas évident à digérer. J'ai encore ces images des derniers matchs où il avait eu une blessure musculaire. Dans la tribune et souvent la caméra le filmait, on le voyait, il est dépité, il se dit purée. T'as un blafard, pas de sourire. Purée, vraiment, genre, le gamin c'est la fin de sa vie, quoi. Tu vois, et ça je le ressens parce que c'était pas dans les plans du tout. Et donc heureusement Lucas avait tiré bien son épingle du jeu durant sa première saison. Donc forcément quand tu as 20 ans, un profil comme il a, des sollicitations, il allait en avoir et beaucoup. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, ça n'a pas été évident pour lui, parce qu'on lui a, encore une fois, comme on a expliqué tout à l'heure, tous ces agents qui ont tourné autour. On lui a monté le bourrichon. Tout des promesses ou quoi que ce soit. C'était tout le temps. Et il m'avouait à un moment donné, il voulait même changer de numéro. Il me dit, papa, j'en peux plus, je dors plus. On n'arrête pas de m'appeler, je reçois des messages tout le temps et tout ça. Donc la nuit, il m'avouait, je ne dors plus, j'en peux plus. Il me dit, écoute, je vais changer de numéro. Et il m'avait dit ça sous la forme de plaisanterie. Écoute, je vais mettre comme message sur mon, si vous voulez, appelez mon papa directement. Vraiment, il m'a dit ça comme ça. T'as raison. Laissez-moi. Mais t'as raison, mon fils, c'est moi voilà. Qui va prendre toute l'énergie. Comme j'ai toujours fait, je dis, écoutez, toi, concentre-toi sur le foot. Le reste, voilà, je prends pour moi et tout ça. Et donc là, il a pas mal de clubs, et même des bons clubs, vraiment des bons clubs, pour continuer sa progression, je parle. Hein. Steph, on rappelle juste, je fais juste une petite pause, garde ce que tu as en tête, qu'au moment de l'été, on communique, et ça est confirmé par la suite, que Lucas souhaite quitter Saint-Étienne. À ce moment-là, il y a une volonté de poursuivre sa carrière ailleurs, parce que tu l'as dit, le plan n'est plus le même. Exactement. Donc, encore une fois, je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois, ce n'est pas à cause de Saint-Étienne, parce que Lucas se plaît bien. Si Saint-Étienne... Mais les supporters ont du mal à comprendre qu'en fait, c'est pas par amour ou par détestation de Saint-Étienne. Et je pense qu'on l'avait communiqué de manière très intelligente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, un joueur qui marque autant de buts en Ligue 1, qui suscite une telle adhésion et qui a 20 ans pour les clubs étrangers, c'est considéré comme un prospect très important. Donc forcément, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle une fenêtre de tir. Et comme dirait Woody Allen, la vie est une fenêtre de tir. Ouais. Donc il faut savoir pas la rater. Exactement. Et le club descend en Ligue 2. Donc encore, pour les clubs, c'est encore une plus grosse opportunité. Parce que potentiellement, joueur moins cher. Voilà, potentiellement moins cher. Potentiellement. Et certainement que le club, le joueur avec le plus gros potentiel ou la plus grosse valeur marchande, ils vont vouloir le vendre pour avoir de la liquidité et pouvoir construire une équipe. Et donc j'ai dit, parce que c'est clair, je comprends les supporters, encore une fois, ils sont... la ferveur là-bas, donc je comprends qu'ils ne veulent pas que Lucas s'en aille et qu'ils ont du mal à ce que Lucas, à un moment donné, pense à partir, mais Lucas doit penser à sa carrière.
Et donc c'était compliqué. Mais le plan, voilà, ce que j'ai dit toujours, le plan n'était plus pareil. Si Saint-Étienne était resté en Ligue 1, j'aurais passé un mercato beaucoup plus calme, parce que Lucas voulait rester à Saint-Étienne. Et le plan, voilà, parce qu'encore une fois, il se plaît vraiment bien. Il confirmait la saison en Ligue 1, et après, derrière, voilà, il et après, et selon... Le plan logique. Et si Saint-Étienne, maintenant, faisait des bons transferts, et que Lucas sentait qu'il y avait moyen de jouer là, mais il n'y avait même pas photo, parce qu'il se plaît vraiment bien là. Et puis, quel plaisir jouer tous les 15 jours dans ce stade. Donc, il n'y avait même pas photo. Mais là, encore une fois, le plan promis à Lucas tombe à l'eau. En fait, on prend et on jette à la poubelle. Donc, forcément, avec toutes les sollicitations qu'il a, des clubs qui jouent la Coupe d'Europe, voire même des clubs qui jouent la Champions League, forcément, ça fait réfléchir Lucas, puisque son objectif, ce n'était pas de jouer la Ligue 2. Quand tu parles de la Champions League, je me permets, on parlait notamment de l'intérêt de l'Eintracht Francfort, qui joue actuellement la Champions League. Oui, notamment. Il y en a eu d'autres. Donc, c'était des super possibilités pour lui de continuer son évolution dans un autre grand club. Et après, il faut être transparent aussi. Il y a un aspect qu'on n'en parle pas, mais il y a aussi l'aspect financier. Parce que Lucas, c'est son métier. J'en parlais tout à l'heure. Tu m'as dit dans une discussion, tu m'as dit, allez, cet été, tu m'as dit, cette fois-ci, je pense que c'est le moment que Lucas gagne un peu d'argent. Exactement, là, cette fois-ci, on va penser à l'argent. C'était mes paroles. Ouais. Parce qu'à un moment donné, c'est son métier. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, je l'ai vécu. À 10 minutes de la fin, le dernier match, j'ai eu mes ligaments croisés sectionnés et tout ça. Donc pendant un an, j'ai pu jouer au football, puis je gagnais plus d'argent. Donc je sais. Tu repenses à ta vie en pensant à la sienne. Voilà, et en tant que papa en plus. Donc je lui dis, après encore une fois, il fait ce qu'il veut. L'argent ne doit pas être le moteur principal, parce qu'il ne va pas aller n'importe où, faire n'importe quoi. Mais à un moment donné, il doit penser à lui. Comme je te l'expliquais, tous les contrats qu'il avait signés avant, on n'a jamais discuté. Le club proposait, on dit, ouais, allez, il n'y a pas moyen d'avoir ça. Allez, ok, tac, tac, c'était fini. C'était fini parce que j'ai toujours dit à Lucas, l'argent n'est pas le plus important actuellement. Concentre-toi sur le foot et après on verra bien. Et maintenant, arrivé à un certain moment où il a franchi ce palier, je dis ok, maintenant, footballeur, ça va être ta vie, donc l'argent devient aussi important. Appelons un chat, c'est comme ça, c'est la réalité. Donc j'ai dit maintenant, quand un club viendra, maintenant on va négocier, on ne va plus accepter les conditions comme on a fait avant, maintenant on va vraiment négocier. Et après on verra la meilleure trajectoire pour toi sportivement, mais aussi on va plus laisser faire financièrement. Et ce qui est logique. Ouais. Ce qui est logique, à un moment donné, il faut quand même, bon et bête, ça commence par la même lettre. C'est son métier. Parfois, les gens, ils ont du mal à comprendre ça. C'est son métier. C'est un métier qui a peut-être duré 5 ans, 10 ans, 15 ans au mieux. Donc, voilà. Et donc, cet été, vous êtes quand même tombé sur un os. Parce que le groupe Kilmer a été extrêmement exigeant en réclamant des sommes qui sont absolument faramineuses. On parle d'une offre qui a été refusée, qui pouvait aller jusqu'à 42 millions d'euros de la part d'Al Hilal en toute fin de mercato. Il y a eu des propositions venues du Paris FC, notamment du Stade Rennais, etc. C'est aussi une période où, à un moment donné, il y a une forme d'incompréhension. Oui, et il y a eu d'autres offres aussi. Tu sais, il y a eu, comme je disais, il y a eu d'autres vraiment bons clubs, mais qui ne savaient pas mettre ce montant. Et même de nous, on savait que c'était des bons clubs pour continuer l'évolution de Lucas. Mais quand ils nous disaient on peut mettre que 12, 13, 14 millions, on dit écoutez, de nous-mêmes, on disait écoutez, on ne va pas aller plus loin parce que Saint-Étienne ne va jamais accepter ça. Et ce qui est logique, Saint-Étienne avait acheté 10 millions Lucas. Avec la saison qu'il avait faite en Ligue 1, dans un club qui a joué le maintien, donc il s'en est plus que bien sorti. Je suis totalement... Voilà, je suis le premier à être honnête aussi. Je dis, voilà, ça, ils ne vont jamais accepter, même s'ils descendent en Ligue 2. Lucas a une valeur plus élevée. Mais au départ, on parlait de 20 millions d'euros l'été. Là, on est arrivé sur des chiffres qui étaient absolument dingues. Voilà, donc pour moi, après, il y a quand même des sites spécialisés. Ça vaut ce que ça vaut. Ouais. Bon, voilà, on est Lucas, c'est 20 millions, 22 millions. Donc moi, je me dis, pour moi, encore, c'est pas mon domaine, je ne suis pas expert, mais pour moi, c'est sa valeur. Ouais. Alors, tu mets 20 millions, plus des bonus, plus un pourcentage à revendre, tu peux monter à 25, 26, je sais pas. Je dis ça, c'est plus que correct. Donc, je dis, en plus, encore une fois, pour un club qui descend en Ligue 2, je dis ça, c'est déjà très bien. Et donc, à
à ce prix-là, je dis, bon, ben, s'il y a des clubs qui veulent mettre ça, je pense que Saint-Étienne vont dire, ben, voilà, tout le monde est win-win. Lucas, win-win, puisqu'il va pouvoir jouer à un niveau supérieur de la Ligue 2 que Saint-Étienne se trouve, peut-être même jouer la Coupe d'Europe. En 10 mois, ils ont fait 2 fois et demi comment je veux dire, ils ont fait leur plus-value. Et aussi, c'est une belle image pour eux, pour dire, oh, on va chercher un jeune gamin en Belgique et on sait le mettre en évidence. Et donc, c'est une belle image aussi pour eux. Et derrière, pour on le vend. Ouais. Voilà, donc tout le monde est win-win. Mais après, voilà. Je pense que vous êtes tombé sur le seul club de Ligue 2 qui n'avait pas besoin d'argent, en fait. C'est ça le problème. Oui. S'il avait joué à Reims, à Amiens, ah oui, bah oui, il n'y aurait eu aucun souci. Il serait parti sans oui, bah oui, ça c'est sûr. Et c'est logique, c'est ce qui se passe dans le football. Maintenant, comprendre ou pas Saint-Étienne, c'est dans leur droit. C'est dans leur droit. C'est dans le football, c'est comme ça. Oui, bon. Oui, mais dans le football, c'est comme ça. Si Saint-Étienne maintenant dit Lucas, il ne part pas pour 100 millions, à savoir aussi qu'en France, c'est le seul pays où on n'a pas le droit de mettre une clause de départ dans son contrat. Ouais. Partout ailleurs, souvent les gens me disent « Ah tiens, comment ça se fait ?» En France, on n'a pas le droit. Donc si le club a envie de demander 100 millions pour Lucas, ben, donc s'ils ont envie de... Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et du coup, oui, c'est vrai que c'est exagéré. Bon, ils ont montré leur envie de garder Lucas, donc ça... C'est quand même vraiment positif. Oui. T'imagines, ils peuvent se faire beaucoup d'argent pour Lucas. Ils disent non, non, non. Garder Lucas, mais est-ce qu'il y a eu une revalorisation salariale à la clé ou pas? Parce que garder Lucas pour garder Lucas, c'est sympa, mais à un moment donné, à partir de toutes ces offres-là, on parle d'une offre du CSK Moscou notamment, oui. etc. Des offres qui pouvaient aller jusqu'à 35 millions plus 7 millions d'euros en oui. bonus, 42 millions d'euros bonus compris. Je veux dire, ça mérite quand même un petit revers sur salaire. Alors, écoute. Monsieur Stassin. Tu sais... C'est aussi une force de Lucas. Lucas n'a jamais fait de vagues dans les réseaux sociaux, dans les médias. Il n'en a jamais parlé. Ben moi, je peux en parler. Je suis son père, je ne suis pas Lucas. Et j'en ai jamais parlé non plus. À savoir que... parce qu'on n'en parle jamais. On parle Lucas, c'est ci, c'est là. On voit que pour le moment, il a un peu le contre-coup de tout ce qui s'est passé cet été. Encore une fois, je me répète, et c'est totalement logique, et j'ai aucun souci. Et je vais même dire, c'est une bonne chose pour lui. Après, je ne vais pas dire que je suis content, parce qu'on a toujours envie que son fils il marque un doublé, mais c'est une bonne chose pour son évolution. Voilà, qu'il se rende compte des choses et tout. Bref, ce qui lui arrive, pour moi, c'est très bien comme ça. En plus, c'est très bien, pourquoi? Parce que l'équipe continue à gagner. Le gars qui était là, qui était derrière Lucas, il performe. Donc, c'est top aussi pour le club de voir... qu'ils ne sont plus dépendants, ils n'ont pas une Lucas Stassin indépendance comme il l'était en Ligue 1. En Ligue 2, ils ont quelqu'un que si Lucas ne joue pas, il peut franchement prendre le rôle de Lucas. À savoir aussi qu'ils ont un jeune espoir, un super talentueux français aussi. Donc Lucas, il n'est même plus obligé de jouer. Il y a des solutions, quoi. Il y a des solutions. Ouais. Et même ces joueurs-là peuvent faire gagner l'équipe et faire monter le club. Donc, ils n'ont plus cette Lucas Stassin indépendance. Donc, je dis, ça, c'est top. Parce que l'objectif, c'est quand même de monter, que Lucas mette 40 buts ou que Lucas mette 5 buts. L'objectif du club, voilà, ou en tout cas de Lucas, c'est que de refaire monter le club. Peu importe. J'ai un peu dévié de nouveau, je parle de trop, mais... Non, pas du tout. Tu m'expliquais donc effectivement que ce que... Oui, voilà. Donc voilà, on n'en a jamais parlé, on n'en parle jamais. Alors forcément, les gens, oh, tiens, ça fait 2-3 matchs que Lucas, il n'a pas marqué. Ben non, il a frappé sur la latte, il y a eu un penalty sur lui, le gardien a fait un arrêt exceptionnel, ça arrive. Harry Kane, combien de fois pendant 6-7 matchs? Mais il était très déçu quand même de ne pas avoir quitté le club à la fin de la période. Mais c'est pour ça que j'arrive quand... Donc Lucas a ses objectifs de carrière. Donc Saint-Étienne qui lui dit, tu joueras avec nous la Coupe d'Europe. Et là, il se retrouve en Ligue 2. Et puis, il reçoit des propositions de clubs qui jouent la Coupe d'Europe. Et puis, encore une fois, je parle de contrats. De contrats où il pouvait gagner à certains moments, écrit, 10 fois, 15 fois le salaire qu'il avait. Actuellement. Parce qu'il y a aussi une donnée, qu'on n'en parle jamais, que Lucas n'a jamais rien dit. Il touche 50% moins de son salaire qu'il avait l'année passée.
50%, il touche la moitié. Ah, donc non seulement il n'y a pas eu de revalorisation, mais en plus de ça, il a subi le contre-coup de la descente en Ligue 2. Donc, il y a la descente en Ligue 2 à 10 mois d'une Coupe du Monde où c'est un objectif pour lui. Il participera peut-être pas à la Coupe du Monde. Ben, peut-on en vouloir à un garçon de 20 ans d'avoir des ambitions? Non. Je pense que le rêve de Sacha, tu as joué au foot, j'ai joué au foot, de tous les gamins, c'est jouer un jour la Coupe du Monde. Donc Lucas sait qu'il y a peut-être une petite possibilité que dans 10 mois, il participe, avec la saison qu'il a faite l'année passée, à 20 ans, à la Coupe du Monde avec la Belgique. Donc est-ce qu'on peut lui en vouloir d'avoir ses ambitions? Mais peut-être que aussi, s'il n'est pas à la Coupe du Monde, c'est peut-être parce qu'il n'est pas parti cet été. Mais on peut le réfléchir aussi comme ça, Steph. Mais bien évidemment. Et donc ça, Lucas, il pense. Et certainement, en plus, quand l'entraîneur fédéral Rudy Garcia annonce publiquement à la conférence de presse que Lucas, il est au bord de la sélection, mais tant que Lucas sera en Ligue 2, ce ne sera pas possible. Il l'annonce. Donc, tu as le gamin qui se dit, oh purée, j'ai peut-être mon rêve. Et encore une fois, il peut peut-être faire une saison de fou, qui participera pour pas, mais il peut mettre toutes les chances de son côté pour essayer de participer. En tout cas, être dans le noyau. Et je ne dis pas jouer, mais être dans le noyau. Vivre ça, une Coupe du Monde, c'est un rêve pour lui. Donc, il y a tout ça qui joue. Et il y a aussi l'aspect financier, comme je dis. On n'en parle pas, mais là, Lucas touche 50% de son salaire. Et il n'a jamais rien dit. Il a toujours continué à se battre. Franchement, pas parce que c'est mon fils, parce que j'aime pas. Mais chapeau. Parce que moi, à son âge, je ne sais pas si j'aurais eu la même mentalité qu'il a aujourd'hui, lui, actuellement. Hein. Tu trouves ça injuste? C'est comme ça. C'est les lois en France. Mais potentiellement, est-ce que, au regard de l'intérêt qu'il y a eu, du nombre d'offres qu'il y a eu, est-ce que c'était pas peut-être, d'abord quelque chose de pas juste, je le répète, mais surtout la responsabilité de son agent, de son responsable, de pouvoir aider à ce qu'il ait quand même un autre salaire? Parce que amener des offres, c'est bien, mais il faut peut-être aussi rehausser la valorisation qu'en fait le club. Parce que c'est bien de se dire on est très fort, nous on n'a pas besoin de vendre, etc. On va bloquer un joueur. Mais à un moment donné, il faut penser au fait qu'à un moment donné, si on ne gère pas bien humainement la chose, il va y avoir un contre-coup. Exact. Et je pense que les Américains, là-dessus, pour moi, se sont trompés. Exactement. Mais c'est ce qui se passe. Appelons un chat, encore une fois. C'est ce qui se passe avec Lucas. Il a ce contre-coup-là de tout ce qui s'est passé. Et je ne vais pas dire s'il y avait eu la compensation financière qu'il n'aurait pas eu le contre-coup. Mais à un moment donné, ça joue. Ça joue parce que Lucas sait très bien, encore une fois, les propositions qu'il a eues par écrit. Encore une fois, tu parlais, et je ne sais pas s'il aurait été, mais à la dernière seconde, on est quasiment en mi-septembre, Moscou, et je reçois le mail avec la proposition officielle. Je regarde, je dis, ouais, mais c'est hallucinant. C'est vrai, il n'y a pas de virgule, c'est les zéros. Donc, Lucas, ça, il l'a vu parce que je t'ai dit, bon, maintenant, je voulais qu'il participe à ça. Donc, il l'a vu, il le sait. Et donc, il a descendu Ligue 2, son salaire plus que raboté. Donc, forcément, ouais, après, il a continué à se battre. D'ailleurs, la preuve... Il a marqué. Dès son premier match, Lucas avait fait le déclic. Il était, ouais, tant pis, maintenant, je suis un joueur de Saint-Etienne, je suis un joueur de Ligue 2. Je vais faire remonter le club. Et donc, directement, il est élu meilleur joueur du mois de septembre. Et encore autre chose, c'est que Lucas n'a pas eu de préparation. Parce qu'il était blessé, il s'est fait opérer, on lui a enlevé la plaque à la cheville. Ça, c'est un domaine très important qu'on va aborder également. Oui, parce que c'est quelque chose sur lequel je t'ai retrouvé très énervé cet été. Ouais. La gestion des blessures et des soins de santé. Quand on touche aux professionnels, je pense qu'il y a une forme de relativisme chez toi. Tu prends de la distance, on le sent, on le voit. Mais quand on touche à la santé de ton fils, je t'ai senti très énervé. On peut en revenir après? Oui, ouais. Bien sûr. Donc, on le sait. Tous les joueurs de foot, et ça on le dit, quand on passe une mauvaise préparation, je ne vais pas dire que la saison est foutue, mais on sait qu'il va y avoir des hauts et des bas durant la saison. On l'a toujours dit, c'est encore la réalité aujourd'hui. Donc Lucas ne s'entraîne quasiment pas à cause de son opération. Il joue 0 seconde de temps de jeu dans les matchs de préparation. Il y a le mercato, tout ce qui se passe. Donc imagine mentalement tout ce qui est, pour ce gamin de 20 ans, c'est nouveau pour lui. Et 3-4 jours plus tard, boum, directement, il est là, il est performant. Élu meilleur joueur du mois de septembre. T'imagines la force de caractère qu'il a?
Et donc maintenant, c'est normal qu'il ait un peu le contre-coup. Hein. C'est pas une machine, c'est pas un robot. Hein. Ouais. Et encore une fois, je dis c'est une bonne chose. Comme ça, il se rend compte de certains trucs. Donc voilà. Ben après ça, voilà. Encore une fois, par rapport à sa situation, j'ai aucun souci. Mais quand tu additionnes tous ces petits trucs, Ligue 2, toutes les propositions qu'il a eues, sportives et financières, on parlait de son contractuel. Donc humainement, c'est peut-être pas toujours, comme tu as très bien dit, la meilleure façon pas de remobiliser un joueur, mais on peut le récompenser, peut-être, je sais pas, voilà. Mais c'est comme ça. Mais moi, je te dis les choses de manière très claire. Vous êtes très gentil et vous êtes peut-être un peu trop gentil dans ce dossier. Pourquoi ? Parce que la plupart des joueurs n'auraient jamais agi de cette façon-là. La plupart des agents même seraient montés au créneau pour protéger la situation actuelle de Lucas. C'est une situation qui est absolument inédite dans le marché. En général, quand un club se joue comme ça d'un joueur pour le bloquer, le joueur, il se sent emprisonné. Et s'il se sent emprisonné, à un moment donné, il pète un câble. C'est tout l'inverse qui s'est passé avec Lucas. Exactement. Il est resté tranquille, quelque part un peu soumis à la décision de son club. Mais à un moment donné, il y a aussi un peu d'étouffement, quoi. Mentalement, ce serait logique qu'il soit en colère, en fait. Oui, mais totalement. Ce serait logique. Et je lui ai dit... qu'il exprime sa colère. Voilà. Et j'ai dit, moi, à son âge, à 20 ans, j'aurais été en colère, hein. Je peux te dire. Et Lucas, ça n'a jamais été le cas. Hein. On peut demander à tout le monde. Hein. Dans le vestiaire, il a toujours eu le sourire. À l'entraînement, il a toujours donné sans faire de vagues. Parce que, comme tu dis, parfois, il y a des joueurs, ils transforment cette rage en étant très agressif à l'entraînement, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Hein, pour montrer tout leur mécontentement. Lucas, jamais... Peut-être qu'il aurait fallu ça pour sortir. C'est ça la question. Peut-être, mais encore une fois, pas de souci, il est comme ça. Et encore, on ne change pas la nature des gens. Voilà, et reste pas à lui parce que franchement, c'est une grande force chez lui. Et comme je te dis, il a jamais fait de vague, que ce soit dans la presse ou quoi que ce soit. Avec tout ce qui s'est passé, il aurait pu aussi. Il aurait pu parler sur le club ou quoi. Il a jamais fait, t'as jamais rien vu. Voilà, quand je te l'explique encore, on n'en a jamais parlé, mais aujourd'hui, je le dis, c'est là. Et Lucas, voilà, il dit rien, il continue à bosser, et voilà. Et maintenant, forcément, il a ce petit contretemps et contre-coup. Mais il y a quand même un dossier sur lequel, et je reviens à ce que je disais, tu montes au créneau, c'est cette gestion des blessures. Parce que là, on parle d'une blessure qui arrivait justement en fin de mercato, juste avant en fait, la trêve internationale de septembre, où là, tu t'es dit sur la gestion, on est sur un grand club, mais ce grand club-là met-il tous les moyens en œuvre pour pouvoir soigner correctement les joueurs ? On s'est retrouvé avec 2 préparateurs physiques pour Lucas ici en Belgique, qui venaient justement l'aider à chaque fois avec sa blessure. Puis il y a eu l'opération, c'était pas facile à gérer non plus. Et là, je t'ai senti un peu énervé parce que comme si tu avais la sensation qu'on prenait pas assez bien soin de lui par rapport à son apport sur le terrain, à quel point il était important. Là, il y avait quand même une dissension entre il est super important, on veut absolument le garder, et en fait, on prend pas soin de lui pour ne pas qu'il se blesse. On sait bien que le corps, c'est ce qui est le plus important pour un sportif. Donc, il faut vraiment prendre soin parce que ce sont des blessures qui pourraient avoir des répercussions durant toute sa carrière si c'est pas bien soigné. Donc, c'est super important. Je te dis, moi, j'ai eu le cas, je sais, donc c'est super important. C'était une blessure musculaire. Si la cicatrice n'est pas bien refaite ou quoi que ce soit, ce sera beaucoup plus fragile pour son futur. Ici, la plaque, ils étaient au courant, Saint-Étienne. Donc, Lucas se fait ça en janvier avec Westerlo au match de préparation où il subit une véritable agression. Donc, on lui met une petite plaque, c'est tout petit. Mais le chirurgien nous dit, cette plaque, il faut l'enlever après 1 an, maximum 1 an et demi après, parce que si l'os se recalcifie bien, il risque d'avoir des soucis plus tard, donc il faut l'enlever. Si tout se passe bien, il faut l'enlever. Donc là, je te parle déjà, normalement, en janvier, avec Saint-Étienne, il aurait déjà dû l'enlever. Mais ça, Lucas ne voulait pas. Il dit non, il faut que je joue, il faut sauver le club. Je dis ok, c'est ta décision. Moi, je l'aurais déjà enlevé. Tu vois, je pensais à sa carrière. Mais ok, je respecte. On n'en parle même pas de ça. Et donc, ce n'est qu'à la fin, à Saint-Étienne, on leur dit, écoutez, là, on est fin de saison.
il faut vraiment penser à enlever sa plaque parce que c'est un peu comme Eden Hazard a eu à sa cheville. Après, il a eu des soucis parce qu'il avait gardé sa plaque et tout ça. Donc, j'ai pris le cas. Je dis, j'ai pas envie que Lucas, ce soit le même cas qu'Eden, qu'à un moment donné, il joue avec toujours une douleur. Donc, il faut enlever cette plaque. Et là, même Saint-Étienne n'était pas trop d'accord, alors que c'était clair. On avait dit, il le savait, tu vois, au début, qu'à un moment donné, il fallait enlever cette plaque, quoi. Parce qu'il disait, ouais, il va louper la préparation, il va louper... Je dis, ok, mais bon, après, il va peut-être louper sa carrière aussi. Donc, voilà, c'est toujours un compromis, mais vous devez... Allez, enfin, un, vous le saviez, deux... Et donc, finalement, ils comprennent quand même, donc on est d'accord. Donc, il revient, il est revenu en Belgique pour se la faire enlever. C'est rien du tout. C'est une petite opération. C'est rien du tout, vraiment, par le chirurgien qui l'avait opéré, à Genk. Mais après, ce qui est super important, c'est la rééducation. C'est pas enlever cette petite plaque qui n'était rien du tout, c'est de la rééducation, tu vois, parce qu'il y a une cicatrice, il faut le temps que ça se résorbe. Donc, je veux dire, moi, j'ai toujours, je le dis encore aussi à mes jeunes joueurs, quand on est blessé, il faut travailler 2 fois plus que quand on joue. Donc, voilà, il faut un suivi du matin au soir. Et là, on sent que, voilà, Saint-Étienne, ils veulent absolument que Lucas revienne au club. Mais au club, malheureusement, il n'y a pas une grosse infrastructure, vraiment pas. C'est encore assez vétuste. Ils n'ont pas des machines performantes. Les machines performantes ou les derniers cris. Il n'y a pas une piscine. Alors que quand on a ce genre de blessure, la piscine, c'est le premier truc à avoir pour commencer à travailler sans avoir de choc et tout ça. Tu vois, la réathlétisation. Tu peux mettre un vélo dans une piscine, faire du vélo. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a maintenant, ils font des machines, je ne connais pas, ce n'est pas mon domaine, mais je l'ai vu à Anderlecht notamment, quand tu as un peu où tu peux courir, tu vois, tu es dans une forme de bulle où tu n'as pas de choc. Et tu peux augmenter au fur et à mesure, mais ils n'ont pas ça non plus. Donc, c'est super important. Donc, nous, on dit, écoutez, on aimerait bien... Voilà, ici, on a... Voilà, Lucas, il peut être pris ici en Belgique, notamment avec des gars de l'équipe nationale et tout ça, avec une vraie infrastructure, et vraiment se soigner. Et il reviendra encore plus fit et plus vite. Et donc, ça, c'était compliqué. Donc là, j'étais fâché parce que je dis, attends, c'est quand même sa carrière, c'est important. C'est important qu'il se fasse bien soigner. Et donc, c'est vrai que c'était compliqué. Et à la fin, ils ont accepté, mais là, je suis monté au créneau parce que je dis, attends. Et je comprends que le club qui a investi beaucoup d'argent sur Lucas veulent avoir un œil sur lui, mais à un moment donné, il faut pouvoir aussi se rendre compte qu'il y a peut-être d'autres facilités ailleurs et nettement plus performantes, tu vois. Et donc là, j'ai dit non, là, Lucas, il faut qu'il se fasse bien soigner. Et là, il est revenu en Belgique. Et c'était aussi important qu'il soit aussi à nos côtés, quoi, tu vois, dans ces moments-là. Il y a une descente, il doit se faire opérer, il avait une petite blessure musculaire, il n'est pas repris en équipe nationale parce qu'il y avait le match au début juin. Donc c'était important qu'il soit au quotidien avec nous aussi. Objectivement, jusqu'où peut-il aller, Lucas, toi qui le connais? Je parle au formateur, je parle à l'entraîneur, je parle au connaisseur de football, à celui qui voit des jeunes talents tous les jours à l'entraînement. Il peut aller jusqu'où, ton fils? C'est une question qu'on m'a souvent posée et ça me fait rire parce que même moi, déjà, on ne sait jamais. Encore une fois, moi j'ai des gamins qui sont des super talents, on leur promet déjà, et finalement ils jouent quasiment jamais un match en Et sur le point de vue technique, là je veux voir l'entraîneur. J'ai toujours dit qu'on verra le vrai potentiel de Lucas vers ses 23 ans. Parce qu'il faut savoir aussi que Lucas est un numéro 9, et dans les jeunes, il pesait 20 kilos, c'était un spaghetti Lucas. Donc on se dit, ouais, un numéro 9 qui est comme ça... Ouais, mais le gamin, il met 40, 50, 60 buts dans les jeunes chaque année. Je dis maintenant, les gamins Anderlecht, quand ils mettent 15 buts sur l'année, on est tout content d'avoir trouvé un attaquant. Lucas, il en mettait 50, 60. Donc malgré que c'était un spaghetti, il avait ce don, ce nez, cet instinct de buteur. Donc je dis, quand il va devenir costaud, ce sera plus facile. Donc il a beaucoup bossé. Donc là, il commence... Il a encore une marge de progression. Donc, quand il va prendre encore quelques kilos de muscle, ce sera encore plus facile. Donc, il pourra encore franchir une étape. Ça, c'est déjà une chose. Après, ce que je vois de Lucas aussi, ce que je remarque, c'est que depuis des années, tous les 6 mois, il franchit des caps. J'ai jamais vu à un moment donné stagner. Je parle même pas en équipe de jeunes, je parle avec les 23 d'Anderlecht. À Westerlo, il avait franchi un cap. En janvier, paf, il est revenu franchi un cap. Saint-Étienne, Ligue 1, compliqué. À partir de janvier, bam, il refranchit un cap.
Et je sais très bien qu'il a encore une grande marge de progression parce qu'il a encore tellement de points de travail. C'est incroyable. Donc je dis. Tu les vois, les points de travail. Oui, bien sûr. Mais tu lui en parles pas. Tu l'appelles pas pour lui dire ça va pas. Il va m'en vouloir. Le contrôle de balle, le truc. Si il me regarde, il va m'en vouloir. Mais il va regarder, c'est sûr. Parce que. Il va regarder, oui. Bien sûr. Mais il a encore tellement. Il progresse, mais je sais qu'il peut encore vraiment mieux. Donc je me dis, s'il continue, parce que. Il pourrait aussi dire maintenant, ouais, alors je suis bien, je ferai ma petite carrière, tranquille. Mais s'il veut atteindre ses objectifs, et je sais qu'il est mentalement prêt pour ça et à travailler pour ça, je sais qu'il va encore énormément progresser. Et donc, vu ce qu'il a déjà montré maintenant à 20 ans, s'il continue à progresser, ça peut être intéressant pour la suite de sa carrière. Point de développement, contrôle de balle déjà... L'aspect physique, là, il doit... Okay. Donc, même si je le vois maintenant, je vois qu'il bosse. Mais il faudra encore quelques années pour atteindre vraiment sa maturité physique. Et ça l'aidera. Pour moi, il y a vraiment encore un gros point de travail, c'est son pied gauche. Parce qu'il marque des buts du pied gauche. Mais il doit se fixer comme objectif de frapper aussi facilement de son pied gauche que de son pied droit. Et il est capable, c'est un truc de fou. Quand je le voyais même chez les jeunes Anderlecht, où il n'avait pas de puissance, comme je te dis, il était comme ça, il marquait des buts du pied gauche, donc il est capable. Donc s'il parvient à avoir cette même efficacité du pied gauche que du pied droit, là il va encore... C'est pas un step, c'est plusieurs steps. Donc forcément, un point de travail aussi, c'est... il s'améliore vraiment, mais c'est pouvoir se sortir d'une situation délicate. Lucas, c'est pas un dribbleur. Ce que j'avais dit aussi quand il arrive à Saint-Étienne, dire c'est pas Messi, hein, Lucas, c'est quelqu'un qui joue en équipe, il va jouer une touche, deux touches, il va donner une bonne passe, une passe intelligente, une passe décisive. La force de Lucas, de toute façon, c'est la finition, on le sait. Ça, c'est sa première force, tu vois. Mais en plus, il fait jouer, il aime bien, il a grandi en Anderlecht, les petits espaces, les combinaisons. Maintenant, il doit apprendre ce que je lui ai toujours dit, et je sais qu'il est capable de le faire, mais il ne le fait pas parce qu'il privilégie toujours l'équipe et ne pas perdre le ballon plutôt que tenter un geste qui sait qu'il va perdre le ballon. Je dis, de temps en temps, fais-toi plaisir aussi. Tente des gestes. C'est en tentant que tu vas... En fait, j'explique la situation, c'est que quand il est sous pression, qu'il y a dans un très court espace, qu'il y a 2-3 hommes, pouvoir à un moment donné faire un râteau, tac, 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 et garder le ballon dans l'équipe. Et ça, il ne le fait pas, alors qu'il est capable. Je l'ai vu, mais il va préférer jouer en arrière, le ballon. Je dis, à un moment donné, tu dois pouvoir tenter quelque chose, un dribble ou quoi que ce soit, pour encore... étoffer son potentiel, même si ce ne sera jamais son point fort, ce ne sera jamais un dribbleur, mais c'est tous des petits points qui peut améliorer. Mais il pense trop. Combien de fois je lui ai dit, à un moment donné, tu dois être un peu plus égoïste, mais il pense toujours trop équipe. Ça a toujours été, quoi, tu vois, toujours... voilà, et c'est bien, hein, tu vois... Je préfère ça qu'un gars qui pense qu'à lui. Hein, un attaquant doit être un petit peu égoïste. À un moment donné... c'est dans la fonction, en fait. Tu sais que... Ça a toujours été, quand il était chez les jeunes, il marquait, comme je t'ai dit, énormément de buts. Ça, c'est la réalité. Mais parfois, quand il mettait 2, 3, 4 buts, il arrivait devant le gardien, il pouvait passer le gardien. S'il y avait son pote qui était là, il faisait la passe à son pote alors que le but était vide. Et je dis, Lucas, pourquoi tu mets pas... Tu dois 3 buts, 4 buts, 5 buts, mets des buts. Il dit, papa, il met jamais un but, ça lui fait plaisir de mettre un but. Je te jure, sur sa tête, que c'est ce qu'il me disait tout le temps. Il est content, il a mis aussi un but, tu vois. Donc, il a toujours pensé aussi aux autres, tu vois. Et je dis, à un moment donné... Voilà. Bon, après, il sait quand il doit mettre un but, il va le mettre, mais il va toujours penser équipe avant de penser à lui. Et là, le papa, il dit, pense parfois un peu plus à toi. Mais bon, encore une fois, voilà, c'est lui. Il y a aussi un secteur, ou plutôt un sujet de conversation qu'on a eu souvent ensemble, c'est quel est le championnat le plus propice qui pourrait développer sa potentialité. Jusqu'où Lucas peut aller? Ok, ça tu y as répondu, mais quel est le championnat qui lui permettrait d'aller le plus loin possible? Parce que forcément, toi, tu as un point d'acquaintance avec la Bundesliga, tu as joué au Borussia Mönchengladbach, il y a énormément d'espace, donc on a envie de dire que c'est un peu le paradis des buteurs. Quand on voit les performances de joueurs comme Hugo Ekitike, comme Omar Marmouche, des joueurs comme Harry Kane qui sont quasiment à plus de 35 buts aujourd'hui, alors qu'on vient à peine de terminer le mois d'octobre, tu te rends compte un peu de la situation qui pourrait être intéressante pour Lucas. Mais en même temps, est-ce que ça rendrait de lui un joueur aussi fort? Parce qu'on voit que quand il y a de la transition entre la Bundesliga et la Première Ligue, par exemple avec un Florian Wirtz qui ne s'adapte pas du tout au jeu de Liverpool, c'est souvent un peu compliqué. Donc,
Il faut trouver le juste milieu. Et là, la discussion qu'on avait, c'est est-ce que le juste milieu, ce ne serait pas la Serie A? Mais d'une manière générale, la potentialité de Lucas peut-elle s'exprimer de la meilleure des manières possibles ou, selon toi? Écoute, c'est une question que moi-même, j'ennuie jamais les gens, mais moi-même, je posais aux gens, les gens qui connaissent bien Lucas, qui connaissent le football, pour avoir leur avis. Parce que je prends toujours des avis et voilà, c'est intéressant d'avoir... et on en a discuté aussi ensemble. Alors c'est marrant parce que c'est vrai que les avis divergent. Déjà, il faut commencer quand on a dit Lucas va aller jouer à Saint-Étienne en Ligue 1. J'ai des amis, vraiment des amis, qui ont joué en Ligue 1, notamment qui habitent dans le même village que moi, qui m'ont dit Lucas, Ligue 1, c'est compliqué. Hein. Dis Ligue 1, si tu ne mesures pas 1m90 ou que tu n'es pas un dribbleur, c'est compliqué de s'en sortir. Je dis ok, mais Lucas a vraiment envie de jouer à Saint-Étienne, il va y aller. Et Lucas a tiré son épingle du jeu. Malgré qu'il ne mesure pas 2 mètres et qu'il ne va pas faire 10 passements de jambes. Donc on se dit maintenant, il a prouvé qu'il avait le niveau de la Ligue 1, qu'il peut jouer en Ligue 1. Ça, c'est déjà une chose. Deuxième chose, il ne m'en voudra pas. J'en parle à Nicolas Frutos, qui connaît énormément Lucas. Ancien joueur légende du Sporting d'Anderlecht. Attaquant. Directeur technique de la Louvière. Et un Belge. Attaquant, vrai attaquant, qui est quelqu'un d'incroyable, Nico. C'est un passionné de foot. Et je lui pose un jour cette question, on mange ensemble. Et puis, il est le premier à me dire il doit aller en Italie. Je dis, Italie, je dis, écoute, c'est compliqué, tu vois. Il me dit, mais non, justement. Apprendre à devenir un homme. Voilà, un homme dans le vestiaire, là, c'est compliqué. Là, c'est la tactique, c'est la rigueur, c'est au quotidien. Et donc, là, il va vraiment, grandir. 2, il dit, c'est vraiment le profil qu'on aime en Italie, c'est-à-dire, là où c'est un jeu fermé, il ne faut pas mettre, comme tu disais, Harry Kane, 35 buts. Là, ils sont contents quand un attaquant, il met 15 buts sur la saison. Il a fait une super saison et tu peux faire une grande carrière comme ça. Mais à savoir qu'il n'y a pas 10 occasions par match. Mais quand il y en a une, il faut la mettre. Et Lucas, c'est justement sa force. C'est que quand s'il a une occasion, généralement, il ne frappe pas au-dessus de la tribune. Donc ça, ils vont vraiment apprécier. Donc il dit, en Italie, ce serait vraiment une bonne chose pour lui. C'est le premier à me dire ça, alors que tous les autres me disaient, non, Italie, il faut aller plus tard, c'est si c'est là, quand il sera aguerri. Donc il y a ça. Après, J'avoue, personnellement, donne mon avis personnel, ça reste quand même mon émission. Je suis d'accord et on en a parlé. Oui. Je suis d'accord avec c'est vrai. Nicolas. Mais il y a peu de personnes qui pensent ça, mais voilà, donc j'aime bien prendre les avis. Parce que et c'est intéressant. Les gens ne connaissent pas ce qu'est la Serie A aujourd'hui, mais quand on voit le développement de joueurs qui ont parfaitement explosé en Italie et sont devenus des grands attaquants par la suite, c'est quand même là où tu apprends à marquer, tu apprends à défendre. En fait, le b.a.-ba de l'académie du football se fait en Italie. C'est encore là que tu as les techniciens les plus férus qui te permettent d'apprendre ton métier, en fait. Pour un formateur comme toi, c'est passionnant. Exact. Et là, on sait très bien, c'est comme tu l'as très bien dit, on sait qu'il va évoluer au quotidien, pas qu'en jouant les matchs, mais au quotidien. Il va encore grandir en tant qu'homme, mais en tant que footballeur aussi. Ça, c'est la réalité. Même si on sait que c'est difficile. Hein. Je voyais ce matin Jonathan David qui a explosé en France. Il joue à la Juve. Il a 10 matchs, il a mis un but. Luis Openda... Un but en 13 matchs, exactement. Un but en 13 matchs. Luis Openda a transféré aussi pour 40 et des millions. Il n'a pas encore marqué. 0 but. Depuis le début de saison. Donc on voit que c'est compliqué. Hein, mais c'est une option. Alors je parle à d'autres qui me disent, qui connaissent très bien Lucas. Je vois Lucas en Espagne. Lucas, il adore les jeux au sol, combinaison. Il a grandi comme ça à Anderlecht. C'est un jeu qui lui conviendrait bien aussi. Mais les arguments sont bons. Est-ce que c'est la meilleure possibilité? Je ne sais pas. À savoir que cet été, il y avait un club espagnol du top, on va dire 6, 7, qui jouait la Coupe d'Europe, qui voulait aussi Lucas. Donc, on avait réfléchi par rapport à ça aussi. Mais ils n'étaient vraiment pas capables de mettre... Donc, de nous-mêmes, on n'a même pas... Voilà, il y avait un intérêt, mais il n'y avait pas de proposition. Si, ils voulaient, mais c'est nous, on a dit stop, parce qu'ils ne pouvaient pas mettre... Quoi qu'il arrive, le transfert n'aurait pas pu ils faire. Donc, je dis, voilà, le contrat de Lucas, ils savaient le payer. Mais la somme, donc de nous-mêmes, on a dit ça sert à rien d'aller plus loin. Parce que, voilà, on va pas perdre de l'énergie de votre côté comme de notre côté. Voilà.
ça se fera pas. Donc, on avait réfléchi à ça aussi. L'Angleterre, pour moi, Lucas, après, je pense que c'est un rêve de tout gamin aussi, à un moment donné, jouer en première ligne. Moi, personnellement, je pense qu'un jour, il pourra y jouer, mais là, ce ne serait pas la bonne solution aujourd'hui, même si on avait dit pareil en Ligue 1, il nous a tous étonnés. Donc, pourquoi pas? Ça dépend du club et ça dépend du club. La philosophie, on est d'accord, voilà. Parce qu'aujourd'hui, ça évolue quand même, mais le niveau, il est quand même là. Ouais. Et puis là, c'est des vrais joueurs chaque semaine. Même les plus petits clubs au classement, ça reste des vraies équipes et des vrais joueurs. Sans manquer de respect dans les autres. Non, mais c'est clair. Et puis, voilà. Donc, je ne sais pas. La première ligue, c'est différent parce que le rythme aussi. Si on me laisse le choix, aujourd'hui, je dirais peut-être, après Lucas fait encore une fois ce qu'il veut, je dis écoute, voilà, je donne mon avis, si tu veux un jour, continue et va un peu plus tard, quand tu auras pris encore quelques kilos de muscles. Voilà. Donc une étape transitoire, par exemple en Serie A ou en Bundesliga, et puis la première ligue. Quoi. Ce serait plutôt ça. Voilà, rêver, ce serait ça. Et alors, on y arrive, comme tu le disais, il y a la Bundesliga. Ouais. Comme tu sais, où je suis vraiment fan de la Bundesliga, à tout point de vue. Déjà au niveau aussi des stades, l'ambiance qu'il y a. C'est l'amusement, en fait. Le championnat d'Allemagne, c'est l'éclate, en fait, pour un attaquant. Voilà, exactement. L'ambiance, le football, les stades, les gens qui se mélangent autour du stade, l'ambiance qu'il y a. Et puis le football pratiqué. Les derniers au classement vont jouer au Bayern. Ils ne vont pas jouer comme en Belgique à 10 derrière. Hein. Ils vont aller... Football total. Après, ça va être un 7-3 peut-être, mais voilà, football total. Donc, comme tu l'as très bien dit, pour un attaquant, ça fait plaisir parce qu'il y a beaucoup d'espace. Il y a moyen de se mettre en évidence en jouant dans des stades, vraiment dans des beaux stades. Donc moi aujourd'hui, tu m'as demandé mon avis, donc je donne. C'est clair que si je peux choisir... On part sur la Bundes. Ouais, on partirait là-dessus. Et j'ai toujours dit à Lucas, on verra bien la suite. Mais si un jour tu as quand même l'opportunité, vas-y, fais plaisir à ton papa. Bon, allez, on va surveiller cette destination. Bon, après il y a l'allemand. Je dis, bien que maintenant tout le monde parle l'anglais, l'allemand est quand même compliqué à parler, mais s'il dit ça, c'est pas grave. Ce sont des détails. Yes. Mais c'est clair que si Lucas va là, je pense que ce serait pas mal. On va aborder la toute dernière question avant de passer à la sauce, parce que j'ai une surprise pour toi. On va te mettre dans la sauce dans quelques instants. Je vais te demander, en tant que père de famille, quel est le conseil que tu donnerais à un autre père de famille pour voir justement son fils réussir? Quel conseil lui donnerais-tu, le meilleur, le plus important, en quelques mots maintenant? En quelques mots, laissez votre fils s'éclater. On parlait tout à l'heure de plaisir. Il n'y a que ça. Si le gamin prend du plaisir, il va s'entraîner plus, il va progresser et il va peut-être atteindre un jour ses objectifs ou son rêve. Mais laissez-le tranquille. Arrêtez de vous prendre pour des entraîneurs et de pousser votre fils vraiment et espérer qu'à 16 ans ou 15 ans, il signe son premier contrat ou quoi que ce soit. Laissez-le. Franchement, laissez-le tranquille. Et le jour où il prend plus de plaisir, à ce moment-là, qu'il change de club ou qu'il change de sport. Mais vraiment, c'est qu'il prenne du plaisir. Chose promise, chose due. Maintenant, on met Stéphane Stassin dans la sauce. Aïe, aïe. Mon Steph, je vais te montrer une vidéo dans quelques instants. Et je pense que tu vas rire, je pense que tu vas sourire, je pense que tu vas passer un bon moment. Okay. Je te la donne tout de suite et puis on en parle juste après. C'est parti pour la surprise. Stéphane Stassin dans la sauce. Coucou! Alors voilà, il n'y a pas longtemps, Sacha m'a contacté pour me demander de faire une petite vidéo et de te poser une question. Alors, on est plusieurs à vouloir savoir, qu'est-ce que ça fait de souvent perdre au Rikiki? Alors le Rikiki, c'est donc un jeu de cartes que tu joues souvent donc avec Lucas et avec ses amis. Et le perdant doit faire un gage. Donc on voulait un petit peu savoir tout ça. Dis-nous! Et alors il s'agit bien évidemment de ta compagne Florence qui a la gentillesse de venir intervenir. Ça fait quoi de perdre au Rikiki, Stéphane? La maman de Lucas. La maman de Lucas. Écoute, Lucas, comme j'ai dit, adore la compagnie de ses quelques amis.
Il adore jouer aux cartes. Il a toujours aimé les jeux de société et il joue tout le temps aux cartes. Il est revenu hier, on a fait à manger, ses amis étaient là. On n'a pas fini, papa, on joue aux cartes. Et donc, c'est le jeu qui s'appelle le Rikiki. Bref, il joue tout le temps à ça, donc on me demande toujours. Et après, ça, tu vois, voilà, ça c'est bien les femmes tout le temps. Voilà, tout le temps perdre. Non, c'est pas vrai. Ça m'arrive de perdre. Quand je vois que Lucas est moins bien, donc je fais exprès de perdre, hein, forcément, comme ça il est content. Non. Mais attention, on m'a dit que tu ne faisais pas les gages. Quand tu perdais, tu ne devais pas faire les gages. Ben, bien sûr que si. Bien sûr que si. Si le gage est clair avant de commencer la partie, parce que les gars, c'est des petits salopards. Hein. On dit rien. Ils savent que je suis pas toujours... voilà, que ça m'arrive de perdre. Et quand ils voient que c'est moi qui suis dans le bas du classement, ah tiens, le perdant, il va faire ça comme gage. Non. On n'a pas prévu ça. Hein. Le gage, on le dit avant de jouer. Et si on est d'accord, ok, le perdant, il le fait. Et donc, quand c'est comme ça, quand les règles sont bien établies, on fait les gages. Écoute, j'ai pas peur de le dire. Chez moi, j'ai mon jardin, j'ai un étang. Et cet été, le gage, c'était le perdant, fait le tour de l'étang, tout nu. Ah, à poil. En criant « Allez la France !» Donc, j'ai crié « Allez la France !» à poil. Donc, voilà. Donc voilà, mais je l'ai fait vite parce que tu sais bien maintenant aujourd'hui les jeunes, Lucas était mort de rire avec son téléphone. Enfin bon. C'est clair, ça aurait été un super dossier que Lucas aurait pu garder dans son téléphone. Mais tu es fou, toi, j'ai directement fouillé, j'ai tout effacé. Non. Ben voilà, pour être transparent. C'est exceptionnel. Et c'est la meilleure manière de terminer cette émission. Merci beaucoup, Steph, d'avoir été présent. Merci pour tes confessions, merci pour ton ouverture d'esprit, ton intelligence. Il faudrait plus de paires de joueurs comme toi. Donc c'est pour ça aussi que tu as été invité dans Off. Franchement, c'était vraiment un très très bon moment et je te remercie infiniment pour ça. Merci à vous d'avoir été dans En Off. Comme d'habitude, le like c'est très important et n'hésitez pas à vous abonner. La petite cloche, toujours très très important. 5 étoiles si vous êtes en podcast, vous laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités et également de nouvelles surprises. N'oubliez pas, on remercie également le sponsor de cette émission qui est Unibet Experts. Ciao ciao.